Le break santé avec Antoine et Sarah. Le podcast où on ne te fera pas sentir mal de prendre un break. Salut Antoine! Hey, bonjour Sarah, on se retrouve pour la deuxième partie de notre épisode de il y a 2 semaines en fait sur la dépense énergétique. Donc là on parle des apports énergétiques. Ouais, fait que t'as fait un très très bel épisode sur tout ce qui était recherche sur ce qui peut influencer la dépense énergétique. Fait que là c'est à mon tour de se lancer deep dive dans les facteurs qui peuvent influencer les apports, puis tu sais, attelle-toi, là, il y en a. Je sais que tu le sais, là, mais ça peut aller très large, puis tu sais, c'est un survol qu'on va faire aujourd'hui parce que je pourrais pas tous les mettre, là. C'est encore extrêmement à l'étude aussi. Mais avant toute chose, savais-tu, Antoine, que mars, c'est le mois de la nutrition? Ben oui, j'ai entendu ça de la bouche d'une nutritionniste que je connais bien récemment. Là. OK, là, c'est notre prise 2, là, j'ai vendu le punch. Ouais, non, c'est ça. Ben, mars, c'est le mois de la nutrition, c'est cool parce qu'à chaque année, les diététistes du Canada proposent une thématique. Fait que cette année, c'est bien se nourrir pour bien s'épanouir. Mais en fait, ce qui est intéressant là-dedans, c'est surtout qu'on va inclure le volet social, culturel, émotionnel, bien-être mental, relation avec la nourriture dans le bien manger. Donc, on va pas juste parler de valeurs nutritives puis de nutriments. On reconnaît là finalement que c'est beaucoup plus global que ça. Fait que, voilà, petite parenthèse. Sujet très intéressant, restez à l'affût. Yes. Bon, avant toute chose, j'aurais aimé ça définir des petits termes pour qu'on sache un peu de quoi qu'on parle. Des fois, tu sais, dans les études, ils font quand même la distinction, là. Fait que quand on parle de faim, d'appétit, puis de satiété, puis de rassasiement, c'est pas tout synonyme, tout ça. J'imagine qu'Antoine, tu le savais, mais je vais te le réexpliquer. Absolument. Explique-moi. Juste pour qu'on soit tous au même niveau, là. La faim, ça relate vraiment le besoin physique. Fait que c'est quand mon corps a besoin de manger des calories puis des nutriments, littéralement. Fait que c'est vraiment, physiologiquement parlant, j'ai un manque de nutriments à combler, que ce soit en micronutriments ou en macronutriments. Tandis que l'appétit, qu'on pourrait aussi dire / envie de manger, c'est pas nécessairement un besoin de nutriments. Fait que ça va être plus le désir de manger qu'on va éprouver. Puis ça peut arriver, comme on va le voir tantôt, mais ne serait-ce qu'en voyant un aliment ou en sentant une odeur. Souvent, je vais donner l'exemple du Subway. Là, quand on passe dehors chez Subway, souvent, on va se sentir vraiment fort. Puis c'est soudainement, j'avais pas une faim physique, mais ça se peut que soudainement, j'ai envie de manger du Subway à cause de l'odeur. Fait que ça, c'est l'appétit qui va faire ça. Puis le rassasiement puis la satiété, c'est quand même intéressant aussi de différencier les deux. Là, souvent, je te dirais que dans le jargon grand public, on va souvent dire satiété. Je l'utilise même des fois dans mes carousels. Mais la réalité, c'est que ce qu'on veut dire, c'est rassasiement. Rassasiement, c'est quoi? C'est quand tu es en train de manger puis que tu sens que tu as de moins en moins faim, puis à un moment donné, tu arrêtes de manger parce que tu es satisfait. Bien, le rassasiement, c'est le processus vers lequel tu ne ressens plus la faim. Fait que c'est vraiment pendant une prise alimentaire, alors que la satiété, c'est plus un état neutre où j'ai pas faim entre deux repas. Fait qu'on va dire, par exemple, que pendant un repas, je ressens le rassasiement parce que là, j'ai plus faim, j'ai de moins en moins faim, mais le délai entre les repas où il n'y a pas de faim, c'est ça qu'on va appeler le temps de satiété, dans le fond. Mais tu sais, la réalité, c'est que souvent, on va utiliser satiété pour parler de rassasiement, puis c'est pas la fin du monde non plus, là, mais ça peut être cool de faire la différence. C'est bien. Okay. Ça rajoute une précision pour qu'on utilise les bons termes dans la mesure du possible. Mais écoute, très coupable de mon côté d'utiliser ces termes de manière interchangeable. Écoute, j'ai fait un carrousel récemment, puis j'ai utilisé le mot satiété en me disant ça va peut-être être plus clair pour tout le monde. Fait que c'est chill aussi là, de faire ça. Mais c'est juste que si vous vous intéressez un peu plus à la littérature scientifique, ben des fois, ça se peut qu'on fasse un petit peu plus la distinction entre les deux. Puis c'est important parce que si on parle de protéines, les protéines vont contribuer peu au rassasiement. T'sais, ils vont jouer un peu sur les hormones qui vont sécréter la sensation de rassasiement, mais ils vont surtout jouer sur le temps de satiété, donc l'absence entre deux repas. Ben ouais, effectivement, c'est une bonne nuance quand même. Mais... Ouais. Yes. Parfait. Fait que dans le fond, on peut séparer ça en 3 grandes catégories, là. C'est comme ça que je suis allée. Les facteurs plus physiques. Fait que tous les aspects physiologiques qui vont influencer finalement la faim, les aspects plus environnementaux, puis les aspects plus psychologiques. Fait que c'est comme les 3 grandes catégories que j'ai décidé de faire pour nous simplifier la tâche un peu, là. Fait que si on commence avec la première catégorie, les facteurs plus physiques, fait que c'est vraiment les hormones physiologiques qui vont augmenter la faim. Fait que qu'est-ce qui peut les influencer? Il y a énormément de choses qui peuvent les influencer.
De façon générale, il faut savoir que oui, on a partout dans notre système digestif plein d'hormones qui vont réguler et l'appétit et le rassasiement et la satiété, donc qui vont influencer tout ça. Mais tout ça communique évidemment avec le cerveau qui va gérer finalement l'homéostasie du corps, comme tu avais nommé, au niveau de la dépense énergétique. Donc, on salue l'hypothalamus qui fait une super bonne job complexe là-dedans. Puis il y a plusieurs zones du cerveau là, aussi qui vont se parler là, dans tout ça. Fait que de façon générale, si on commence avec, mettons, le gros morceau, là, on entend souvent parler de la génétique qui peut avoir un effet dans les signaux de faim puis de satiété. Puis la génétique, on pourrait faire un épisode juste là-dessus avec des experts, là, parce que c'est vraiment complexe, puis on sait vraiment pas tout encore. Mais ce qu'il faut comprendre de façon générale, la génétique, ce que ça fait sur l'appétit, c'est qu'on ne perçoit pas tous de la même façon les signaux de faim puis de rassasiement / satiété. Même dans un même environnement, on va pas tous répondre de la même façon. Je vais reprendre l'image qu'on a entendue de Benoît Boulanger, là, qui est nutritionniste, dans le podcast, je pense que c'est Sans filtre qu'on l'avait entendu, puis j'avais trouvé ça super explicite là, pour parler de l'effet de la génétique. C'est comme une switch, comme un interrupteur, en fait. Fait que c'est comme si, moi, si j'ai le gène qui va augmenter un petit peu plus mon niveau de faim, ben c'est comme si moi, j'avais l'interrupteur, puis toi, par exemple, Antoine, tu l'aurais pas, ben dans un même environnement, ben moi, les facteurs de l'environnement vont ouvrir mon interrupteur, puis ça va faire en sorte que je vais être soit attirée plus vers les aliments ou percevoir plus la faim ou percevoir moins la sensation de satiété puis de rassasiement, alors que toi, ça va te faire ni chaud ni froid. Fait que quand on parle de la génétique au niveau de la faim, c'est surtout ça qui va avoir une influence. Fait qu'on répondra pas tous de la même façon, puis ça peut aller plus loin que ça aussi, là. Ça peut aller dans le système de récompense. Fait qu'il y a des gens pour qui, ben, les aliments vont être perçus comme vont activer beaucoup plus le système de récompense que d'autres. Fait que ça aussi, ça peut être attribuable, entre autres, là, à la génétique. Tout ce qui est impulsivité dans les comportements alimentaires aussi, là. Fait que c'est très large, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ça joue beaucoup. Quand on parle de génétique, même dans le poids, il y a une très bonne partie qui va aller dans l'effet sur la perception de la faim puis de la satiété et du rassasiement. Fait que dans certains cas, on a plus faim que nos besoins réels du corps. C'est ça que ça veut dire un peu. Je sais pas si ça fait du sens, si c'est clair. C'est quand même clair. J'avais aussi lu à un moment donné que, ben là, ça c'est au niveau là, de la faim, là, que tu parles de l'effet de la génétique. Je sais pas si je te devance, mais tu sais, au niveau du goût aussi, apparemment qu'on détecte pas les goûts tous de la même façon, là, ce qui fait que ce qui explique certaines préférences alimentaires finalement. J'ai pas poussé dans ce sujet-là, mais ça me fait penser un petit peu à ça, puis ça aurait quand même du sens du fait qu'il y a certaines personnes qui détestent certains aliments, puis d'autres qui adorent, tu sais, fait que j'imagine que il y a quelque chose à ce niveau-là aussi, là. Oui, j'avoue que j'ai pas été jusque-là dans mes recherches, mais c'est probablement que c'est un élément super important à considérer aussi. Puis tu sais, il y a les goûts, puis après ça, il y a l'effet que ça va nous faire aussi au niveau du cerveau sur justement les centres de récompense. Puis ça, c'est vraiment fascinant aussi, parce que c'est là qu'on n'est pas tous égaux, tu sais. J'aimerais ça qu'on ait un expert à un moment donné qui vienne nous expliquer comment notre cerveau fonctionne. Mais grosso modo, c'est que toi puis moi, si on mange le même aliment, si moi j'ai le système de récompense qui est plus activé, bien, je vais peut-être avoir plus de difficultés à m'arrêter de manger l'aliment, tout simplement, parce que ça va me générer des hormones de satisfaction, de plaisir, puis ça va être vraiment plus difficile d'arrêter, tandis que toi, tu vas ressentir la satiété, puis tu vas être capable d'arrêter, puis ça n'aura pas nécessairement le même effet. Puis ça peut être relié, bien évidemment, à certains types d'aliments. Donc souvent, on va parler des aliments palatable, là, c'est souvent le mot qui va revenir, mais donc généralement des aliments ultra transformés qui ont un juste équilibre dans le goût pour les rendre vraiment plus intéressants. Donc, un équilibre entre le gras, le sucre, le sel, qui vont faire en sorte que ces aliments-là, on va avoir plus de difficultés à arrêter de les manger en général, mais il y a des gens qui vont être encore plus sensibles de ce côté-là. Fait que c'est un peu l'effet qu'on peut voir, là. Ou là, c'est là qu'on sera pas tous égaux aussi. Fait que, tu sais, quand on dit c'est juste une question de motivation, ben non, on n'est pas tous égaux, là, on n'a pas toutes les mêmes hormones qui nous gèrent la faim puis les envies de manger. Fait que peut-être que pour toi, c'est facile, mais pour quelqu'un d'autre, ça va être extrêmement difficile. Fait qu'il y a ça aussi à prendre en considération. Fait en gros, c'est à quel point tu ressens du plaisir ou non suite à la consommation d'un aliment ou un autre comportement X. Oui, il y a une histoire d'hormones à l'intérieur de ça qui vont être sécrétées aussi puis qui vont être stimulées un petit peu plus. Fait que c'est là la complexité, puis je veux pas aller trop loin là-dedans parce que je le maîtrise pas assez bien pour l'expliquer en détail, mais quand on se met à chercher là-dessus, on peut se perdre pendant plusieurs heures, là. C'est quand même assez fascinant à quel point notre cerveau est complexe par rapport à ça. Oui, effectivement, ça prend quelqu'un expert du cerveau pour ça, mais je pense que tu as bien expliqué les grandes lignes.
Puis, ben, on parle du système de récompense, puis ça m'amène à mes 2 prochains points qui sont le stress puis le sommeil. Fait que je pourrais les décortiquer, mais je te dirais que ça ressemble beaucoup. L'effet va être vraiment similaire. Fait que le stress, là, je parle de stress chronique, là, tu sais, c'est pas un stress une fois de temps en temps, mais en fait, le stress en général, on pourrait dire ça comme ça. De toute façon, le stress, quand il y a du stress qui est là, ça sécrète du cortisol, ça, c'est la réponse normale du corps. Mais quand c'est dérégulé puis que c'est chronique, ben on a toujours une sécrétion plus élevée de cortisol, ça augmente l'appétit, le cortisol, et ça peut aussi augmenter la faim, en fait, physique, puis l'appétit. Donc, ça peut aussi augmenter les envies de manger. Puis encore une fois, ça va être l'envie de manger des aliments qui vont être, ce qu'on notait par rapport au stress, c'est des aliments généralement plus gras et plus sucrés. Fait que ça, c'est comme un petit peu plus spécifique. Puis encore là, c'est pour le côté système de récompense, aliments palatable, qui vont être un petit peu plus tentés. Puis ce qu'on notait aussi, c'est comme une régulation moins bonne de nos comportements alimentaires quand le stress est plus élevé. Fait qu'on peut faire, ça peut faire en sorte que nos choix alimentaires vont être différents, puis on est moins bon pour faire des choix à ce moment-là, un petit peu plus conscients, équilibrés, on pourrait dire ça comme ça. Puis le sommeil, c'est un petit peu le même principe. En fait, le sommeil, quand il y a un manque de sommeil ou que le sommeil n'est pas assez de bonne qualité, ça va augmenter les hormones de la faim, ça va réduire les hormones de rassasiement/satiété. Fait qu'il y a vraiment un effet de ce côté-là sur les 2 plans. Et ça va augmenter l'attrait, donc l'envie de manger pour des aliments, encore une fois, ultra transformés. On note plus riches en énergie, en sucre, en gras. Et ça réduit l'attrait pour les aliments plus nutritifs comme les fruits et légumes. Puis ça serait en lien, encore une fois, avec le système de récompense. Tu sais, quand c'est un problème, l'insomnie chronique, ben c'est quelque chose qu'on peut ne pas suspecter. Puis souvent, ben, ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que si tu fais de l'insomnie chronique, ben ton niveau de faim ne représente pas nécessairement tes besoins réels. Fait que si tu écoutes ta faim, ça se peut que tu manges plus que tes besoins réels. Ce qui peut éventuellement mener à un gain de poids. Fait que de le savoir puis de voir, ben est-ce qu'il y a quelque chose à faire par rapport à ça? Fait que je te dirais que quand on parle des piliers au niveau alimentation, puis ce qui peut influencer le poids, on va s'intéresser quand même au stress, à la présence du stress qui est chronique, on va s'intéresser au sommeil, puis ultimement, ben il y a un beau parallèle à faire avec l'activité physique, mais ultimement, si je fais de l'insomnie chronique, ben ça se peut que j'ai moins d'énergie pour cuisiner aussi, puis ça me tente moins de cuisiner. Ça se peut que je sois attirée vers des aliments ou des repas qui soient, ben préparé, prêt à manger, un petit peu plus transformé, un petit peu plus énergétique, moins rassasiant. Donc, il y a tout ça aussi. Puis encore une fois, l'énergie pour bouger va peut-être être moins là. Ça semblait pas si clair que ça dans les études. Là, ça pouvait dépendre des gens, mais quand même, on peut penser là, que ça pourrait avoir un effet. Puis ça dépend aussi... c'était super intéressant là, sur le sommeil, ça dépendait t'étais quel type. Fait que si tu te levais tôt puis tu te couchais tôt, ça n'avait pas nécessairement le même effet que si tu te levais tard puis tu te levais tôt, te levais un petit peu plus tard, peu importe, là, parce que le fait de te coucher plus tard dans la nuit, généralement, ça va être associé à des comportements plus sédentaires, des comportements plus de temps d'écran qui peuvent aussi augmenter les envies de manger des aliments ultra transformés versus plus tôt le matin. Fait qu'il y avait quelque chose d'intéressant là aussi, là, selon le... Ben, c'est sûr que quand la majorité de tes heures éveillées, c'est la nuit, je veux dire, il y a pas grand stimulation dans le monde à part les écrans puis genre manger des collations, là, comme... Exact. Versus dans le jour, tout est ouvert, là, même très tôt le matin, les gyms sont ouverts à 5 heures, là, tu sais, fait Ouais, c'est sûr que ça peut quand même être différent. Ça me fait penser, oui, tu sais, au niveau du sommeil, genre, tu sais, on en a, je pense aussi, là, des clients qui, finalement, tu sais, ils se demandent pourquoi ils sont pas capables, là, de changer leurs habitudes de vie, puis finalement, tu creuses un petit peu, puis tu te rends compte que le sommeil est vraiment, vraiment pas bon. Tu sais, après ça, t'as bien beau avoir les meilleures stratégies à mettre en place, ta motivation sera pas là, ton niveau d'énergie sera pas là. C'est que ça sert à rien de te taper sa tête là-dessus. Tu sais, il faut comme régler le problème à la source. Tu sais, puis des fois, c'est comme à un moment donné, c'était quelqu'un qui avait une médication pour trouble de déficit de l'attention. Puis ça, c'était une action de longue durée, là, fait que ça dure jusqu'à 12 heures que cette personne-là avait. Puis t'as pas hâte de dormir le soir comme vraiment pas, puis ça a déboulé plein de problèmes là au fil du temps. Puis il avait jamais adressé la question avec son médecin, tu sais. Puis pourtant il y a comme d'autres options pour ce genre de médication-là. Fait que le problème, on a essayé pendant quand même quelques temps de changer ses habitudes de vie avant qu'on se rende compte que c'est juste ça le problème. Puis turns out qu'il a changé sa médication. Puis là, ça va mieux, la motivation est de retour, il garde de s'entraîner, tu sais. Fait que des fois, c'est niaiseux, là. Mais c'est d'aller travailler autour, là, tu sais.
c'est de toujours se poser la question puis de creuser, tu sais, c'est super bon ce que tu nommes en fait parce que tu sais des fois on est comme tu sais la personne elle dit ben je sais pas là moi j'aimerais ça améliorer mes habitudes de vie puis je me rends compte que je cuisine pas assez ou je mange pas assez de légumes ou whatever. Puis finalement quand on fait le mais pourquoi puis qu'on recule le mais pourquoi tu manges pas assez de légumes? Ah parce que je manque de temps. OK, mais pourquoi tu manques de temps ou je manque d'idées ou je manque de temps parce que mon organisation est moins bonne dans ma journée. Puis des fois, t'arrives, plus tu recules, c'est finalement qu'effectivement, tu manques d'énergie parce que tu dors pas assez. Fait que quand même qu'on te donne toutes les recettes du monde, puis qu'on t'encourage, puis qu'on donne la motivation, des trucs pratico-pratiques, ça règle pas que le problème principal, c'est qu'effectivement, si t'es fatigué, ça va être vraiment plus tough, puis tu risques d'avoir de la misère à long terme à gérer ça. Puis en plus, tu contrôles pas nécessairement ta faim qui est reliée à ton manque de sommeil, qui va moins t'attirer vers des fruits et légumes aussi. Fait qu'il y a tout ça à considérer, mais d'aller voir un peu ce qui se cache en arrière. Puis le stress, ça peut être la même chose aussi, tu sais. On va souvent me demander, ben tu sais, qu'est-ce que je peux manger pour grignoter qui va être moins énergétique finalement quand je suis stressée. Puis c'est comme, c'est comme un plaster qu'on va mettre en attendant. On va peut-être appeler ça de la réduction des méfaits, mais ça reste que, tu sais, idéalement, il faut aller creuser sur la cause profonde puis aller voir, on a-tu quelque chose? Puis là, je dis ça va des fois sortir de notre champ de compétences, évidemment, mais tu sais, il faut aller adresser le problème parce que sinon, ça va toujours être présent, puis ça va toujours être dérégulé finalement, puis ça va faire en sorte que ça va toujours être plus difficile, voire même un combat dans certains cas, puis c'est dur de garder la motivation dans ce temps-là, ça fait un espèce de cercle vicieux, en fait. Ouais, mais c'est ça que je dis souvent, puis on avait parlé un peu, puis j'étais comme, tu sais, changer ses habitudes de vie, en vrai, c'est très simple. Puis là, t'étais comme, ah non, pas tant que ça, mais oui, en tant que tel, les habitudes alimentaires saines puis d'activité physique sont très, très simples à comprendre. C'est juste que des fois, c'est très challengeant, c'est très confrontant, puis ça amène à se poser des questions qu'on n'a pas toujours envie de se poser, tu sais, parce que souvent, le faible niveau d'activité physique ou l'alimentation moins équilibrée, c'est souvent une conséquence de d'autres choses, tu sais, puis c'est souvent là qu'on veut pas aller creuser, on veut pas déterrer les cadavres, mais c'est comme un peu important d'adresser tout ton mode de vie, là. Oui, puis des fois, c'est que c'est profond, là. Tu sais, des fois, c'est associé à des traumas ou des affaires vraiment intenses que, effectivement, là, tu sais, ça prend d'autres professionnels pour aller adresser ça. Mais oui, ultimement, comme tu dis, c'est vrai que sur papier, c'est simple, mais pourquoi c'est si dur à intégrer dans le quotidien puis à maintenir, puis pourquoi on cherche plutôt des solutions à court terme, voire rapide, parce que justement, à long terme, c'est quand même difficile, surtout quand le problème profond n'est pas adressé. Fait que, effectivement, il faut voir ça vraiment dans sa globalité puis dans son ensemble. Là. Fait que c'est là que ça devient stimulant aussi. Puis petite parenthèse pour le sommeil, tu sais, on n'en parle pas beaucoup, là, mais l'apnée du sommeil aussi, tu sais, ça va m'arriver dans certains cas où ça n'a pas été diagnostiqué, puis que finalement, la personne reçoit un diagnostic tardif, puis, tu sais, effectivement, tu sais, s'il y a de l'insomnie qui est reliée à une apnée du sommeil qui n'est pas diagnostiquée, c'est sûr que ça peut influencer l'appétit, la faim, la satiété, le rassasiement, donc les comportements alimentaires au-delà du fait que tu es fatigué, puis que tu as de la misère, effectivement, à faire ta journée, puis à mettre des changements d'habitude de vie en place. Au niveau hormonal aussi, tu es déréglé en termes de faim, puis de rassasiement, satiété. Absolument. Mais aussi, même après un diagnostic, dans le cas de l'apnée du sommeil, je vois beaucoup de gens qui sont très réfractaires à avoir la machine pour aider. Puis, tu sais, je peux très bien comprendre, là, mais pour vrai, tous ceux qui ont fini par le faire, est-ce que ça change leur vie pour vrai? Fait effectivement, oui. À réfléchir, si vous attendez. Non, c'est vrai, les gens souvent vont dire que ça change effectivement beaucoup le niveau d'énergie, puis effectivement la motivation générale à vouloir, c'est sûr, là, je veux dire, moi la première que j'ai pas mon 8 heures de sommeil, je suis pas du monde, là. Fait que quelqu'un qui vit là-dessus depuis des années, c'est comme ça devient un peu ton baseline, puis tu penses que c'est ça, puis que tu es capable de fonctionner, mais tu sais, entre être capable de fonctionner puis être à ton plein potentiel, je veux le dire comme ça, là, mettons, pour qu'on se comprenne, là, c'est deux choses complètement différentes. Fait que c'est comme se battre un peu contre soi-même, contre ses propres hormones qui sont dérégulées au niveau de la faim, tu sais, c'est quand même assez intéressant à considérer, là. Ouais. Tu veux pas rouler sur le mode économie, là. Tu veux que ton char soit bien plein, puis qu'il aille vite. Exactement, exactement. Puis parlant de niveau d'essence, ce qui va être intéressant aussi, qui peut jouer sur ta faim, puis voire même tes envies de manger, puis même ta satiété, puis ton rassasiement, c'est à quel niveau de faim tu arrives avant ton repas. Tu sais, ça aussi, c'est quelque chose auquel je vais m'intéresser souvent avec ma clientèle, c'est de voir, c'est bien beau les apports totaux dans la journée, mais ultimement, comment la faim va être gérée, ça va beaucoup être dans la façon que ça va être distribué. Fait que oui, en termes de composition des repas, mais juste plus macro que ça, plus j'arrive affamée à un repas,
plus je sécrète des hormones de faim, plus sont intenses, plus je risque au repas de manger plus rapidement et de moins capter les signaux de rassasiement. Fait que ça aussi, puis ça peut augmenter l'attrait pour des aliments qui vont être plus rapides, soit à absorber, donc moins nutritifs ou plus énergétiques, tout simplement. Fait que ça aussi, c'est à considérer parce que les gens, des fois, se disent « Coudonc, je suis pas motivée, ça n'a pas de bon sens. Le jour, je suis bonne, ça va super bien. Je suis bonne en voulant dire, finalement, quand on creuse, je réduis beaucoup, beaucoup mes apports. Mais j'arrive à la fin de ma journée, puis là, je perds le contrôle complètement. Puis malgré que physiquement, j'ai pas faim, c'est incontrôlable, mon grignotage. Mais des fois, c'est juste ça aussi, c'est de revoir. C'est sûr que si j'attends, puis que c'est comme un peu l'échelle de la faim puis du rassasiement qu'on peut s'imaginer, tu sais, le milieu, c'est l'état neutre, puis plus je vais monter haut dans l'échelle, plus je vais être affamée. Mais en fait, plus je vais arriver affamée au repas, plus il y a des risques que je vais manger plus que ce que j'aurais eu réellement besoin aussi. Fait que ça aussi, c'est à considérer, là, des fois, si jamais vous sautez des repas ou vous attendez vraiment avant de manger puis vous arrivez affamé, ça se pourrait que ça joue là, sur votre niveau de faim puis vos hormones même de rassasiement. Oui, c'est super intéressant, puis on le voit très, très, très souvent, ce genre de choses-là, puis ça peut être très, très, très bénéfique de prendre un bon déjeuner, et un dîner équilibré, puis peut-être des collations, puis après ça, Yes. ça va mieux se passer en soirée. Exactement. À ne pas négliger, puis tu sais, là, je pense qu'on n'a pas le choix de parler de l'importance des glucides là-dedans aussi, parce que c'est quelque chose qu'on va voir souvent. Tu sais, quand je dis, mes clientes me disent souvent, j'ai été bonne pendant la journée, ça veut dire manger pas beaucoup, des fois sauter le déjeuner, pas de collation, ou ne pas avoir de féculents au dîner. C'est quelque chose qu'on voit souvent, là, tu sais, quand on parle de poids, souvent le réflexe, ça va être de retirer les produits céréaliers, les féculents, puis là, appelons-là comme on veut, là, peu importe, patates et compagnie. Ça aussi, ça a un effet, ça peut avoir un effet finalement dans la gestion de l'appétit dans la journée. Effectivement aussi que les protéines peuvent avoir un effet, mais les protéines, c'est pas sur le coup qui vont donner de l'énergie puis qui vont rassasier, ça va vraiment être entre les repas. Donc, si, par exemple, j'ai juste des féculents dans mon dîner, oui, sur le coup, je vais être rassasiée puis je vais avoir de l'énergie, sauf que ma satiété, elle ne durera pas très longtemps, puis là, je vais avoir faim, puis faim, puis faim encore. Fait que c'est vraiment une espèce de synergie de tous ces macronutriments-là dans l'assiette qui vont faire en sorte que ma faim va être bien gérée dans la journée. Fait que ça m'amène à la composition des repas, qui est un autre phénomène qui va jouer sur la faim puis le rassasiement. Fait que selon ce que je vais avoir dans mon repas, s'il y a des fibres, s'il y a des protéines, s'il y a des glucides, dans quelle proportion et tout ça, ça va vraiment jouer sur le coup, mon rassasiement. Donc, je remplis mon estomac, je calme ma faim, mes hormones de rassasiement embarquent, mais aussi sur le délai entre les repas, avant que la faim revienne. Donc, c'est un peu comme si je mets de l'essence dans ma voiture, ça, c'est le rassasiement, je remplis mon réservoir, mais le délai avant que mon réservoir se vide à nouveau, ça va être la satiété, puis quand il est vide à nouveau, ben c'est l'hormone de la faim qui embarque. Puis, je suis en train de penser à une image, là. Ton niveau d'énergie, c'est comme un petit feu de camp, tu sais? Faut que tu mettes tout le temps des bûches, juste assez pour qu'ils restent, tu sais, allumés, mais tu veux pas non plus mettre tellement de bûches que genre le feu il explose puis il brûle ta maison, tu comprends? Puis tu veux pas le laisser. Tu sais, c'est pas ça que tu veux non plus. Puis de l'autre côté, tu veux pas qu'il manque de bois puis qu'il s'éteigne complètement parce qu'après ça, c'est plutôt à faire allumer, tu sais. Fait que. Exact. Ouais, c'est une belle image. Je me suis perdu dans mes pensées puis j'étais en train de penser à ça. J'aime ça. Non, j'aime ça comme image, effectivement. Ouais, c'est vraiment un bon point. Tu veux jamais. Tu moi, le parallèle que je fais souvent, c'est avec l'auto puis le réservoir d'essence, là. Ben, ceux qui mettent de l'essence, là, pas les chars électriques maintenant, là, ça marche plus. Mais tu sais, ta petite aiguille de réservoir d'essence, tu veux pas qu'elle se rentre dans le rouge puis à eux puis qu'elle se mette à flasher intensément, là. Idéalement, tu veux prévenir un petit peu. Tu veux pas être la personne qui se rend justement à je connais mon char puis ça va bien aller, là. Parce que là, le signal de faim va s'intensifier puis les envies de manger aussi, comme ton char qui flash quand il est à eux. Fait qu'idéalement, tu veux pas te rendre jusque-là. Fait que c'est pour ça qu'avec l'outil de l'échelle de la faim, on est capable de mettre des mots un peu plus sur quand t'es à tel niveau, c'est là idéalement qu'on devrait prévoir peut-être de prendre une collation. Puis même si ça fait peur, parce qu'on a l'impression qu'on va manger plus souvent, mais des fois, ça joue sur la quantité totale qu'on va manger dans la journée. Parce que comme tu disais, Antoine, sinon, c'est là que le soir, des fois, si on a l'impression de perdre le contrôle, ben des fois, ça vaut plus la peine de mieux distribuer dans la journée, pas juste pour se sentir mieux puis que l'appétit soit mieux régulé, mais ça peut faire en sorte qu'on mange moins tout court en termes d'énergie. Parce que le soir, on va généralement être porté à manger des aliments plus énergétiques sous forme de grignotage, entre autres. Là. Absolument. Puis d'expérience personnelle aussi, là, quand je me disais dans ma tête qu'il fallait que je garde mes calories pour plus tard, puis que je pensais comme ça, pour vrai, j'avais tellement plus envie de manger des aliments plus transformés, plus sucrés, plus gras,
Mais je me contrôlais full dans la journée, là. Je prenais des barres de protéines, je prenais des shakes Ah, qu'on donne aux personnes âgées à l'hôpital ou cette des affaire-là. Ensure? Des Ouais, des Ensure Ensure. Boost? Je buvais ça, Des puis je mangeais des barres de protéines. Ensure! Des Ensure. Non, non, Ouais. Antoine, on dit de Ensure. Je m'excuse, là. C'est Ok, pas mais je Ensure. suis pas mal sûr que c'est un nom anglais, là, comme marque. Ouais, mais au Québec, on dit de l'Ensure, Ok, là. Puis dans fait les que hôpitaux, Lanceur, là, oui, je te cette confirme. affaire-là, le shake nutritif plein de vitamines et minéraux, là. Fait que je Mhm. buvais ça, puis je mangeais des barres de protéines, puis je me disais, ah, le soir, je vais manger telle affaire. Puis pour vrai, depuis que je Pas ça pense qu'il plus faut. comme ça, mon envie de manger des choses moins équilibrées est vraiment diminuée. Fait que Ouais, 100%. c'est clair que ça joue, là. Ça, c'est sûr, 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 à 100% que ça joue. Puis c'est quelque chose qu'on va travailler souvent. Après ça, ben, on va le voir, là, il y a plein d'autres facteurs encore qui vont jouer sur les envies de manger puis la faim, mais ça peut en faire partie. Ça peut faire partie de la solution, en fait, là. Mhm. Puis, je fais une petite parenthèse, mais tu sais, on parle d'hormones aussi, là. Évidemment que les femmes, où on en est dans notre cycle menstruel, ça peut aussi influencer nos envies alimentaires, là. Fait que, parenthèse fermée, mais effectivement, on va le considérer ça aussi. Puis entre parenthèses aussi par rapport à ça, le niveau de dépense énergétique varie aussi selon le Ouais, bon cycle point. menstruel et donc ton appétit va Oui, s'ajuster en conséquence. exact. Très bon point. La vitesse du repas, ça, là, c'est vraiment le fun à regarder aussi, là. Fait que si vous êtes quelqu'un qui mangez super rapidement, puis que vous avez l'impression de jamais capter vos signaux de rassasiement, donc vraiment de sentir que j'ai de moins en moins faim, puis que vous terminez toujours, posez-vous la question, est-ce que je termine toujours mon assiette? Puis est-ce que c'est plus une habitude ou je ressens quand même bien que je suis rassasiée sans avoir trop mangé, donc que mon réservoir d'essence ne déborde pas, que je me sente pas trop plein, en fait. Fait que si la réponse c'est j'ai de la misère à le ressentir, ben une piste pourrait être d'explorer. Il y a oui la vitesse du repas, puis comment je mange. Fait qu'est-ce que justement je fais d'autres choses? Est-ce que je suis distrait? Est-ce que j'écoute la télé? Je regarde un écran? Est-ce que mon attention est portée ailleurs? Là, des fois, je peux même être en train de rien faire, mais juste être en train de planifier ma journée du lendemain. Ça se peut que ça, oui, si je mange vite, et si en plus de manger vite, je mange pas ce qu'on appelle plus en pleine conscience, mais ultimement, ce que ça veut dire, c'est que je suis pas un peu concentrée sur ce que je suis en train de manger, ça va influencer à quel point je vais capter ou non le rassasiement. Fait que je peux quand même sécréter l'hormone de rassasiement, mais pas nécessairement l'entendre. Souvent, le parallèle que je vais dire, c'est comme si tu me parles, Antoine, puis je suis en train de regarder une série quand même enlevante en même temps. Je vais entendre ce que tu dis, je vais entendre les mots, mais est-ce que je vais être capable de te résumer le concept que tu vas venir de m'expliquer? Je pense pas nécessairement. On peut le tester, puis je sais que c'est dur, là, parce que moi, la première, je mangeais quand même assez rapidement avant. Puis ça m'a pris vraiment du temps à le travailler, mais avec la persévérance, j'y suis arrivée. Ça se fait, là, de ralentir un peu, mais c'est qu'on, quand on le fait, c'est vraiment fascinant de voir la différence parce qu'un des signaux de rassasiement, une façon de le capter, c'est que plus je mange, moins mes bouchées vont être goûteuses. Ils vont pas venir dégueulasses, là, on s'entend. Mais les bouchées vont devenir de moins en moins savoureuses. Là. C'est peut-être pas le cas nécessairement pour tout le monde, là, mais de façon générale, ça peut être un signal de rassasiement que c'est de moins en moins savoureux. Puis tu le vois quand c'est un repas que genre le goût est tout mélangé. Par exemple, un spaghetti. Un spaghetti, tu manges les pâtes avec la sauce, avec la viande, avec les légumes, tout est mélangé. Versus un repas où tu as plusieurs sections, on va dire ça comme ça, de saveurs différentes. Ça se peut que sur le spaghetti, tu t'étonnes plus vite au niveau sensoriel, au niveau des goûts, au niveau de la texture. Puis ça peut faire partie du rassasiement, quoique tu peux avoir un rassasiement sensoriel, mais physiquement avoir encore faim puis vouloir aller chercher autre chose. Ça, c'est correct aussi, là. Mais la vitesse va vraiment faire un effet super intéressant. Puis la mastication, oui, fait partie du processus de digestion, mais va stimuler aussi déjà les hormones pour dire au corps, hey, il y a de la nourriture qui s'en vient, fait qu'éventuellement, tu vas pouvoir sécréter des hormones de rassasiement pour arrêter de manger. Fait que quand on parle de s'intéresser à nos comportements alimentaires, mais aussi, moi, j'appelle ça comment je me rends à mon assiette, puis pas juste le contenu de l'assiette, tu sais, de tester un peu ces petites choses-là, puis de voir, ben, est-ce que je déguste mon repas. Fait que des fois, on fait des petits exercices, surtout là, quand c'est des aliments qu'on va avoir pendant des rages ou du grignotage, ben, on va essayer de vraiment pas être debout, faire ça vite, on va s'asseoir le plus possible, prendre un morceau à la fois, essayer de le déguster le plus possible. Tu sais, le chocolat, c'est le meilleur exemple. Il y a un super bel exercice qui existe gratuitement sur YouTube. Tapez dégustation du chocolat, équilibre. C'est un 5 minutes pour déguster le chocolat de plusieurs façons. Puis c'est vraiment chouette parce que on comprend vraiment l'effet sur la satisfaction.
Fait que quand on prend vraiment le temps de le déguster, manger lentement, mais aussi être concentré sur les saveurs, ben notre satisfaction, notre rassasiement va peut-être arriver un petit peu plus vite pour cet aliment-là que si je le mange plus rapidement. Fait que ça aussi, c'est à considérer. Puis le parallèle se fait dans les repas, là, sans dire que je sais, là, tu sais, quand t'as des enfants, tu peux pas nécessairement savourer comme tu veux pendant ton repas, puis tu fais 1 million de choses en même temps, là, mais comme les endroits où c'est possible, des fois, ça vaut la peine. Ouais, mais tu sais aussi, une chose que j'avais remarqué, je t'en ai déjà parlé, je faisais un travail universitaire qu'on analysait notre journal alimentaire puis nos comportements autour. C'est vraiment bon de pas avoir de distractions, mais de l'autre côté, en même temps, ce que j'avais remarqué chez moi, là, c'est vraiment personnel, là, c'est pas un conseil. Quand je fais autre chose, ça me ralentit tellement mon repas que finalement, justement, Toi, ça ça m'aide t'aide. à étendre la durée puis à être plus conscient de mon rassasiement. Ceci Hum, étant dit, ça dépend c'est quoi que je fais là. Tu sais, si je suis en train de travailler, tu sais, je vais zéro porter attention à qu'est-ce que je mange là. Fait que c'est pas tant bon, mais tu sais, si je suis en train de jaser, je suis en train d'écouter genre une formation en ligne, je suis en train de tu sais, lancer la balle à mon chien en même temps, tu sais, n'importe quoi, ben tu sais, mon repas va plus s'étendre sur un 10 minutes versus sinon ça va prendre comme 1 minute, ça va être terminé, là, tu sais. ouais, c'est ça, ça peut dépendre. Effectivement, après ça, il peut y avoir du cas par cas. Puis, tu sais, même dans certains troubles alimentaires où il y a de l'anxiété qui va être générée pendant le repas, on peut utiliser la stratégie inverse. Fait que c'est pas un one size fits all comme Non. tout le reste en nutrition, là, mais Ouais. reste que c'est un point intéressant là, à garder en tête. Fait que, dans le fond, c'est tout le temps, ce que je conseille, c'est de s'observer puis de voir, tu sais, si j'essaie de telle façon, est-ce que pour moi, ça fait une différence ou non. Fait que c'est rien de miraculeux, c'est rien de rapide, encore une fois, mais c'est ces changements-là qui, à long terme, peuvent faire une différence, en fait. Là. Une chose que tu sais, je vois aussi, tu pourrais peut-être développer là-dessus, ben, c'est souvent en contexte de gens qui veulent perdre du poids, tu sais, ils vont commencer à appliquer toutes ces recommandations-là qui sont présentes dans le guide alimentaire et tout. Puis là, ils sont comme, ah, ben là, je prends mon temps pour manger, tu sais, je mastique, là, j'ai plus de distraction, puis je perds pas de poids, tu sais, là, je suis pas bonne, ça marche pas, comme, qu'est-ce qui se passe? Puis, tu sais, la vérité, c'est que, comme tu dis, c'est pas à court terme non plus, mais qu'est-ce que tu dirais, mettons, à ce genre de personnes? Ouais, c'est une bonne question, mais c'est que, tu sais, pour vrai, c'est ça qui fait que la perte de poids, c'est complexe, c'est multifactoriel, puis c'est pas une affaire qui va pouvoir donner un résultat. Tu sais, on l'a vu avec la dépense énergétique que tu en as parlé, Antoine, ça se régule, tout ça, puis c'est vraiment plein de petites affaires qui vont juste s'ajouter ici et là, qui peuvent faire une différence, mais c'est long, puis il n'y a pas de garantie. Il n'y a pas personne qui peut dire je vais te faire absolument avec garantie perdre du poids si tu suis tel ou tel conseil. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est vraiment complexe. Ça veut pas dire que c'est impossible. C'est juste que c'est pas tout le monde qui part au même niveau. Fait que ça se peut là, que quelqu'un commence soudainement à ralentir de manger, manger moins vite, recomposer des assiettes pour qu'ils soient plus rassasiantes, puis cette personne-là ça va se mettre à moins manger au total parce qu'elle mangeait vraiment plus que ses besoins, puis elle va perdre du poids. Puis l'autre personne à côté va dire, ben, hey, moi, je fais la même chose, puis là, j'applique encore plus ces conseils-là, puis moi, ça marche pas. Mais c'est ça, ça dépend toujours, encore une fois, de où je pars, tu sais. Mes apports par rapport à ma dépense, j'en étais où, puis c'est ça qui fait que c'est injuste des fois, là, parce qu'il y a des gens qui font plein d'efforts, qui mangent super bien, puis que malgré ça, il y en aura pas nécessairement de perte de poids. Fait que c'est la complexité de la chose, en fait. Fait que c'est pas je fais un changement puis automatiquement il va avoir un résultat puis il sera surtout pas rapide. Mais quand tu fait des régimes, des diètes, tu es habitué à des changements rapides, fait que c'est sûr que la motivation est plus dure à conserver. C'est pour ça qu'on parle beaucoup aussi dans la littérature on suggère de plus en plus de mettre le focus ailleurs que sur le poids. Ça veut pas dire qu'il faut que personne, il y a plus personne qui peut avoir le droit de vouloir perdre du poids, là, c'est pas de même que ça marche, mais de mettre le focus sur d'autres choses. Fait que, est-ce que je vois d'autres bénéfices? Est-ce que, justement, si je bouge un peu plus, je fais de la masse musculaire, est-ce que je me sens plus forte? Est-ce que j'ai plus d'énergie dans ma journée? Est-ce que j'ai moins de rage alimentaire? Est-ce que ma faim va mieux? Mais c'est sur du long terme, tout ça. Fait que de miser sur les habitudes de vie, j'améliore ma santé, même s'il n'y a pas d'effet sur le poids. Mais si moi, c'est le poids, puis c'est ça mon objectif final, ça se peut que ça soit effectivement décourageant parce que c'est pas rapide s'il y a un résultat. C'est ça qui est plus difficile, en fait. Là. Fait qu'il faut vraiment se trouver d'autres sources de motivation ou d'autres marqueurs de réussite qu'on va appeler là, quand on entend des changements comme ça.
Ouais, effectivement, pour quand même atteindre des petits objectifs au fil du temps, là, tu sais, faut pas se donner un mois, là, faut se donner comme Non, non, non. C'est minimum ça. un an, là, quand tu veux passer par le chemin habitude de vie équilibré pour atteindre ton objectif, là. Fait que oui, Oui. 100%. Ça me rappelle, je sais que tu voulais que j'en parle justement sur le podcast, là, la métaphore que j'ai dit sur les Ouf! apports puis les dépenses. Ouais, Ben là, c'est ça c'est que tu cute. parlais, tu sais, qu'il y en a qui appliquent très très bien, là, les conseils alimentaires, l'assiette équilibrée, tout et tout. Puis, c'est ce que j'ai dit récemment, c'est cool de faire ultra attention à ton alimentation, mais c'est un peu comme un budget, tu sais. C'est cool que tu sois très bon pour économiser puis mettre de l'argent de côté, sauf que faut quand même que tu sois bon à faire de l'argent si tu veux faire grossir ton budget, si tu veux être capable de mieux économiser, en mettre plus de côté. Fait que c'est souvent ça, on a tendance à juste aller économiser parce que ben tu retires quelque chose, t'as pas un quelque chose à aller chercher 1 heure de plus à mettre dans ta journée, tu sais. Fait que, mais c'est full important. Tu sais, quand tu penses à ton budget, si je te dis que tu fais pas d'argent mais tu essaies d'économiser, ça fonctionne pas. Fait que c'était ça ma La petite métaphore. métaphore cute, oui. Puis c'est là que ça. Tu sais, c'est que c'est tellement complexe, là, tu sais, c'est comme. C'est là qu'on va avoir besoin d'un conseiller financier pour savoir comment je pourrais en faire un petit peu plus, comment je pourrais payer moins d'impôts, comment je vais prévoir ma retraite. Ben le poids, c'est un petit peu ça, tu sais, il y a de tout. Il y a de toutes les qualités de conseiller par rapport au poids. La réalité, c'est que c'est vraiment complexe, puis on peut pas prédire un rythme. C'est pour ça qu'on dit on peut pas prédire un rythme de perte de poids, puis tout. On peut évaluer où j'ai un potentiel, qu'est-ce qui a un impact, en parler, voir instaurer des changements graduels, mais c'est ça, c'est graduel, puis c'est ça qui fait que des fois, ben c'est moins winner parce que ben partout, tout le monde se fait tout le temps dire, je peux te garantir moi une perte de poids. Puis nous, les professionnels de la santé, étaient comme ben on peut pas vraiment garantir, ça va être dans combien de temps, je sais pas, ça va être de combien, je sais pas non plus, mais tu sais, voici là où on peut mettre des efforts puis ça vaut la peine puis que c'est payant autant au niveau de la santé physique que de la santé mentale, puis on va voir, tu sais, comme le poids, comment il va varier là, finalement au travers de tout ça. Ouais, ben c'est ça, tu sais, les promesses de perte de poids, c'est souvent des régimes très restrictifs, là, effectivement. Là. Nous autres, si on pourrait le calculer, un gros déficit de 1500 calories en dessous de ton besoin, puis tu vas voir, dans une Non. semaine, tu vas perdre une coupe de livres, là, mais c'est Ben juste oui, que c'est ça. ça C'est pas, non, non, ça sera pas c'est bon pas ça. pour ta santé Pas du tout. Et et même le poids à long terme, là, parce que non, tu vas c'est ça. reprendre après. Exact. Hein. Puis, tu sais, c'est démotivant au début si ton objectif, c'est le poids. Puis, l'autre comparaison, c'est comme payer ton hypothèque quand tu viens d'acheter une maison. Euh, Je l'aime cette tu sais, image-là. Là. J'ai ben acheté une oui, maison il y a 2 ans, puis je trouve ça vraiment très bien c'est imagé. venu te chercher, là, tu sais. Ouais, ouais, ouais. Tu sais, quand tu commences à payer ton hypothèque, là, tu sais, c'est 90% du montant que tu payes par mois qui s'en va dans les intérêts, là. Ça, c'est pas le fun. C'est ton objectif Ça final, c'est douche. de payer ta maison. Puis là, sur, je sais pas, le 3000 que tu as payé d'hypothèque, mais ça peut se rendre 4000 là, de nos jours, tout dépendant de la grosseur de la Les maison. Mais taxes de bref, bienvenue aussi que tu pourrais rentrer là-dedans. ouais, c'est ça, les taxes de bienvenue qui sont comme bon matin. Fait que, Oui. ouais, c'est ça. Bref, 90% mettons, du montant, ça serait des intérêts. Fait que c'est super décourageant, là. Puis c'est pendant comme plusieurs mois, voire années, là, que tu payes majoritairement des intérêts versus avancer vers le fait d'acheter ta maison puis qu'elle soit à toi. C'est la même chose en habitude de vie. Là, au début, tu payes en maudit des intérêts puis ça avance pas tant dans le sens que tu veux, mais il faut quand même que tu passes par là pour éventuellement avoir payé 100% de ton hypothèque. Fait que c'est quand même parlant. Là. Je pense qu'il y a beaucoup de Ouais, gens c'est une belle qui peuvent image. relate au fait que payer une hypothèque, c'est vraiment de la merde. Fait que c'est un peu ça aussi au début en Ouais, habitude de vie. Il y en a que ça va super vite parce qu'ils ont déjà une grosse mise de fonds puis la vie est belle. Ça ouais, arrive. La vie est comme ça. Mais il y en a qui oui. doivent mettre une mise C'est de pas fonds toujours très juste. minimale et payer Oui, c'est leurs ça. intérêts. Fait que voilà. Oui, non, c'est un très bon point, là. Tu sais, oui, très, très belle image. Très, très belle image. Ouais. Il y a aussi, dans les facteurs physiques qui peuvent jouer sur la faim puis l'appétit, bien évidemment, dans les étapes de la vie, là, fait on avait parlé, on n'avait pas parlé dans le volet dépenses énergétiques, mais grossesse, allaitement, mais ça augmente les besoins énergétiques, donc c'est normal que la faim augmente. Puis les besoins énergétiques augmentent aussi, là, fait que ça, c'est un processus normal. Fait qu'il y a quand même une bonne proportion d'énergie qui va être associée à la grossesse et à l'allaitement aussi, là. Donc, dans les deux cas, c'est pas une bonne période, c'est pas une bonne idée pour manger en dessous de ses besoins ou commencer à vouloir faire des restrictions, des régimes ou peu importe. Je le recommanderais pas dans la vie de tous les jours de toute façon, mais encore moins en grossesse, en allaitement, puis ça peut avoir des répercussions quand même dramatiques, là.
Il y a ça. Puis, tant qu'être dans la restriction, mais la restriction calorique, donc je vais faire la nuance que je fais souvent, là, c'est le fait de manger sous ses besoins nutritionnels, énergétiques. Fait qu'on a des besoins approximatifs à manger dans une journée là, qui peuvent varier sensiblement d'une journée à l'autre, mais mettons qu'on se créerait une genre de moyenne, qui est difficile à calculer, by the way, mais mettons qu'on se créerait une genre de moyenne, qu'on aurait une espèce d'aperçu. Mais si moi, je mange toujours plus que mes besoins énergétiques, puis que je décide de moins manger pour répondre à mes besoins énergétiques, là, moi, je vois pas ça comme une restriction en soi, parce que là, je mange juste selon mes besoins, je vais pas en dessous de cette zone-là. Tandis que si je mange déjà en fonction de mes besoins énergétiques approximatifs, donc généralement, si mon poids est stable, ça m'indique potentiellement que ben, mes apports et ma dépense énergétique ben, sont pas mal similaires, en fait. Mais quand je vais en dessous de mes besoins énergétiques, c'est sûr que là, il va y avoir une adaptation métabolique ou là, il va y avoir une augmentation bien possible des hormones de faim, d'envie de manger, une réduction des hormones de rassasiement. Puis quand il y a une perte de poids, ça, oui, c'est bien démontré aussi. Fait que c'est vraiment injuste, mais quand il y a une perte de poids, il y a une augmentation des hormones de faim puis d'envie de manger, puis une réduction des hormones de satiété, rassasiement. Il y a une étude de 2016 qui suggère que l'appétit augmenterait d'environ 100 calories par jour pour chaque livre de poids perdu. Là, après ça, il ne faut pas prendre ça pour du cash, là, parce que ça reste que ça doit être super différent pour chaque personne en fonction de génétique et plein de facteurs. Mais je trouve que c'est une image qui est quand même assez parlante. Donc, c'est sûr que ça, quand il y a une perte de poids, on le sait très bien qu'il y a une adaptation métabolique, fait que ça fait en sorte que c'est encore plus dur de maintenir le poids. Fait que souvent, on va dire, la perte de poids, il y a des gens qui réussissent à la créer à court terme, mais le réel défi, c'est de le maintenir à long terme. Puis effectivement, puis plus la perte de poids est grande, plus le poids de départ était élevé, plus c'est difficile. Fait que ça aussi, c'est à prendre en considération. Puis c'est là où on part pas tout à la même place, on part pas tout au même niveau. Puis c'est important à prendre en considération parce que les gens se font souvent dire que ben ils sont pas assez motivés, ils sont pas capables de maintenir s'ils ont perdu du poids. Mais non, c'est parce que vous luttez pas à armes égales, là. Les hormones de faim puis de rassasiement sont pas de la même intensité entre quelqu'un qui a pas eu de perte de poids puis quelqu'un qui en a eu une. Fait que c'est pas si simple que ça, là. Ouais, absolument. Puis c'est la même chose au niveau de la dépense aussi. Tu sais, tout dépendant. Tout le monde réagit un petit peu différemment à ça. Fait que, comme tu disais un peu plus tôt, il y a une grande partie qui c'est de la génétique, là. Il y en a qui font perdre quand même beaucoup de poids, puis ça va être super facile à maintenir. Puis il y en a d'autres qui vont en perdre juste un petit peu ou pas pantoute, puis ça va être tough pareil, tu sais. Fait que Exact. c'est juste de faire attention à ça. Puis tu sais, quand tu parles aussi de si tu remplis tes besoins, tu sais, grosso modo, oui, c'est comme tu disais, tu sais, tu manges suffisamment pour ta dépense, fait que t'es comme en équilibre énergétique. Mais tu sais, ceci étant dit, tu peux être en équilibre énergétique à un poids plus bas ou plus élevé que ton poids naturel, qui est le poids, dans le fond, auquel tu es en santé, que tu n'as pas d'enjeu de fatigue, de santé physique ou psychologique. Tu sais, tu peux quand même être dans un équilibre énergétique comme en haut de ce poids naturel-là. Fait que tu peux ramener ça. C'est un bon point, là. Bonne précision. Ouais, c'est ça. Tu peux ramener ça un peu plus bas, tout dépendant. Là. Tu sais, il y a comme un... Ton poids naturel, c'est pas genre comme... c'est pas, mettons, toi, là, tu vas être bien à 150. Tu sais, il y a comme un range que tu peux comme jouer dedans, un petit peu en haut, un petit peu en bas, mais grosso modo, dans ce range-là, mettons, de 20 livres. Prenez pas ça comme un chiffre vrai, là, c'est vraiment juste pitché de même. Ouais. Ben, dans ce range-là, tu serais correct, là. Fait que tes hormones de faim vont être sous contrôle, ton niveau d'énergie va être sous contrôle, fait que tout va quand même bien aller. Fait que c'est d'essayer de diriger vers ça tranquillement, pas vite. Fait que, tu sais, si tu vois que ton poids il est stable, mais que tu manques tout le temps d'énergie, tu perds tes cheveux, si t'es une fille, t'as plus ton cycle menstruel, ben c'est bien cool là, avec ton équilibre énergétique, mais clairement, t'es pas dans un poids qui est santé pour toi du tout. Là. Non, t'es pas. Ouais, c'est ça, c'est qu'il y a une. Ouais, mais c'est une bonne nuance, puis c'est vrai que la façon que j'ai dit, ça peut porter à confusion, là, mais c'est que dans le fond, tes besoins énergétiques, c'est un chiffre approximatif, là. Mais si t'es vraiment en restriction importante puis ton poids il est stable, mais t'es en dessous de tes besoins énergétiques quand même. Fait que c'est pas quelque chose qui est simple et qui va être possible de maintenir à long terme nécessairement. Tout comme tu peux être en équilibre énergétique à manger plus que tes besoins si ta dépense va en conséquence, mais que effectivement, tu pourrais avoir un potentiel peut-être d'avoir un poids un petit peu plus bas. Ceci étant dit, le poids naturel, il faut considérer aussi qu'il peut bouger dans la vie selon bien des facteurs, genre la médication, l'âge, la grossesse. Donc, il y a tout ça à prendre en considération. Puis l'environnement dans lequel on est aussi. Fait que, tu sais, moi, mon poids naturel dans un environnement à pas d'enfant, plus jeune, avec full de temps, versus moi, mon poids naturel présentement, mon poids d'équilibre, dans un environnement qui est différent, qui est plus sédentaire. Tu sais, ça reste que mon poids naturel était peut-être plus bas que ce qui est aujourd'hui,
mais c'est pas parce que je retourne dans les habitudes nécessairement que j'avais avant, tu sais, on le sait pas, en fait. Ça se peut que le poids naturel, il évolue dans la vie, là, fait qu'on n'est pas... Des fois, les gens ont l'impression qu'ils vont dire « Oui, mais il y a 20 ans, mon poids naturel, c'était ça. » Oui, mais attends, là, tu sais, là, s'il y a eu un gain de poids au courant de la vie pour X, Z raison, ça veut pas dire qu'en remangeant équilibré puis en bougeant, tu vas pouvoir naturellement, facilement retourner au poids d'avant, là. C'est plus complexe que ça, là, fait que je voulais le mentionner aussi. Oui, ben c'est une excellente précision aussi. Puis, avant que tu sautes à ton autre point, tu me faisais penser, là, bon, calculer les apports énergétiques et tout et tout. Est-ce que on peut discuter justement de comment tu peux mesurer ça? Tu sais, si tu le fais, Ouais. mettons, à l'aide d'un journal alimentaire, c'est quoi les bénéfices, c'est quoi les risques, puis les bonnes puis les moins bonnes manières de le faire, les marges d'erreur, tout ça? Tu parles les besoins énergétiques, puis là, les apports énergétiques, c'est comme Mettons les que t'es deux. quelqu'un qui veut savoir si tu manges un peu selon tes besoins, si t'es en haut, si t'es en bas, comment tu pourrais t'y prendre, tu sais. Ouais, ça, c'est une zone grise un peu, là. C'est sûr que, tu sais, premièrement, dans le calcul, comme tu nommais dans l'épisode précédent, dans le calcul de la dépense énergétique totale, des besoins énergétiques totaux de la journée, Ouais. tu as une bonne proportion qui va venir du métabolisme basal, en fait, métabolisme de base, là. Je me rappelle plus de ton terme exact, très détaillé, mais ça, puis ça, c'est ça qui est difficile à aller chercher en ce moment, tu sais. La réalité, c'est qu'on a des formules mathématiques qui sont suggérées en fonction du poids, de l'âge, de la taille. On va ajuster le poids que le poids est dans un IMC plus élevé, tout ça. Mais ça reste que c'est pas précis à la composition corporelle de la personne. Fait que dans un monde idéal, on aurait des balances à bioimpédance qui sont fiables, parce que ça aussi, il y a des qualités, là. Je te relance la base, puis c'est toi qui es l'expert là-dedans, pour avoir une idée du réel métabolisme de base, en fait, pour avoir une idée de la dépense énergétique de ce volet-là. Puis après ça, on fait des estimations avec des calculs, encore une fois, en fonction de la dépense énergétique, de l'activité physique estimée et tout ça, mais ça reste un peu imprécis, là. Mais ça peut nous donner une espèce d'idée en général. Fait qu'il y a comme de cette façon-là. Puis après ça, pour le comparer à nos apports, là, ça devient touché. Tu sais, un journal alimentaire, ben il faut voir avec quelle application je le fais. Est-ce que les sources de données sont fiables? Est-ce que, comment je vais mesurer aussi? Fait que, est-ce que je vais peser versus mesurer en volume? Moi, personnellement, c'est bien rare que je me rends là avec la majorité de ma clientèle parce que souvent, c'est des comportements qui vont avoir été associés à des régimes, des restrictions ultérieures, puis voire même des fois préoccupations excessives, voire troubles alimentaires. Je voudrais, avant de faire un journal, posez-vous la question, c'est quoi mes antécédents par rapport à ça? C'est quoi ma relation par rapport à ça? Si vous n'êtes pas sûr, faites-vous accompagner pour essayer que dès qu'il y a un red flag, de le retirer. On n'est pas obligé de passer nécessairement dans le journal alimentaire là, pour aller faire ces essais-là. Il y a d'autres moyens qu'on peut faire pour fonctionner. Mais si vous vous intéressez à ça, c'est de vraiment bien choisir l'application, puis de faire attention de... Si je vais prendre un exemple d'une application populaire. Si on demande une perte de poids puis qu'on demande nos besoins en fonction d'une perte de poids, ben, moi, j'avais fait le test pour le fun, puis l'application me donnait un chiffre qui était en bas de mon métabolisme de base estimé, là, pour perdre du poids X livres en temps de semaine. T'sais. Fait que ça, c'est pas fiable. C'est plus dans ce sens-là où on va s'en aller un petit peu. Là. Fait que c'est un petit peu touché de le savoir exactement présentement, juste avec des données. On peut avoir des estimations, mais il faut pas oublier que si je fais ça dans le but de faire un déficit puis de perdre du poids, ça se peut là, que ce soit pas précis, parce que juste estimer la valeur énergétique de ce que je mange, ben des fois, dans les portions, la façon que je vais le calculer, il peut avoir une bonne marge d'erreur. Selon le produit en général, il peut avoir une marge d'erreur. Fait que pour un même produit, ben selon, par exemple, ne serait-ce qu'un fruit ou un légume, selon le sol, le degré de maturité, la portion, la grosseur, peu importe, il peut avoir une différence. Puis ça comprend tout ce que je mange qu'il faut tracker dans une journée. Fait que c'est quand même exigeant. Fait que si mon objectif, c'est de reposer que là-dessus tout le temps, il faut que je me pose la question, ben est-ce que je pense que je vais être capable de faire ça toute ma vie? Tu sais, juste me dépendre d'un contrôle externe qu'on va appeler pour connaître mes besoins puis savoir quelle quantité manger. Ça peut vraiment être touché. Fait que tu sais, si c'est quelque chose que vous voulez tester, je vous dirais, restez à l'affût, surtout si vous avez des antécédents au niveau relation à la nourriture, consulter aux besoins pour avoir un accompagnement. Il y a des applications qui existent. Quand vous voulez le faire, mais de façon plus safe, ben, il y a des applications qui existent. L'application avec laquelle je travaille, ben, on peut débloquer juste certains macronutriments ou les calories ou non. Puis, dans le fond, moi, je vais avoir l'information, mais le client ne l'aura pas nécessairement. Fait que des fois, ça peut être vraiment lourd de voir l'accumulation au courant de la journée des calories que tu manges, puis ça peut créer
une restriction cognitive qui va générer des rages alimentaires après, là. Fait que c'est un petit peu... ça se fait, mais il faut bien le faire, là, je dirais. Mais c'est pas une Ouais. science exacte. Je pense que c'est ça qu'il faut retenir, là. C'est vraiment pas une science exacte. Fait que c'est là que ça devient touché, puis c'est là qu'il faut y aller par du cas par cas. Fait que, tu sais, la réalité, c'est que c'est pas tout le monde, vraiment pas tout le monde qui a besoin de faire ça, là. C'est comme quand la personne se pose la question, puis pour X, Y raison, veut voir l'effet sur le poids, on peut peut-être l'utiliser dans certains contextes, mais quelqu'un qui dit, ben moi, je veux manger juste équilibré, avoir des bonnes habitudes de vie, on n'a pas besoin d'aller là, en fait, là. Non, exactement. Puis, comme tu dis, des fois, c'est le fun de pas avoir accès à toutes les données, tu sais. Puis, une autre chose, je pense qu'on Ça avait peut parlé être aussi par touché. rapport à ça, tu sais, juste de prendre une application, de faire un calcul un peu random avec l'application. Ben, il est pas random, là, il se base sur des choses, Ouais, c'est mais une formule, mais ça reste que... ouais, tu sais, peut-être pas exactement bien paramétré. Mais Non. tu sais, si tu fais juste l'estimer aussi à l'œil, des fois, ça t'amène Oui, oui. à faire des conclusions puis à écouter un facteur externe qui est encore moins précis que qu'est-ce que tu pensais, puis des fois ça amène des grosses erreurs, tu sais. Fait que c'est con, mais tu sais, je le dis, là, la banane, tu sais, la banane. Si tu rentres une banane, là, ça c'est mon classique parce qu'il y en a des vraiment petites, il y en a des moyennes, puis il y en a des vraiment grandes bananes. C'est con, là, mais entre la petite banane puis la très grande banane, là, c'est peut-être 1,5 fois les calories totales. Fait que tu sais, quand tu fais ça à l'échelle de ta journée, tu peux te Ouais. dire, ah ben je mange vraiment pas tant que ça, je remplis mes besoins, ou je suis en dessous, je suis supposé prendre perdre, ou je suis en haut, je suis supposé prendre, mais tu sais, finalement, tout est à l'œil, puis tout est comme mal estimé. Fait que là, tu fais des choix qui t'amènent pas vers l'objectif que tu veux finalement. Fait que moi, je dis tout le temps, fais-le bien. Si tu le fais-le bien. Essaie d'être accompagné, surtout si tu as des antécédents, peut-être plus au Mhm. niveau restriction. Ouais, Puis, comme tu dis, c'est pas nécessaire de le faire non plus pour tout le c'est monde. ça. Tu sais, moi, je te dirais, les fois, le plus souvent que je le vois, c'est les gens qui veulent, ben, dans mon contexte en kin, c'est qu'ils Ouais. veulent savoir s'ils mangent suffisamment de protéines pour atteindre leur target, tu sais. Ouais, mais ça, c'est Puis, intéressant là, de le faire, ben encore une oui. fois. Là. Ça peut être cool de le faire. Là. C'est juste que si tu le fais avec une application qui te donne, excuse-moi, je t'ai coupé, mettons, tu le fais avec une application qui te donne toutes tes calories, ou ça peut venir te jouer dans le cerveau. Puis il y a une étude qui est sortie récemment là, pour Ouais, ouais, parler de ça, 100%. justement, là, où les applications du genre peuvent quand même si tu avais une relation saine avec la nourriture, peuvent quand même venir jouer sur tes comportements alimentaires. Fait que un cas comme ça, moi, je trouve ça super intéressant. Mais on va le faire avec mon application, par exemple. Ben bon, c'est pas la mienne, là, mais c'est une Ouais. application qui est destinée aux nutritionnistes. On va peut-être la faire avec cette application-là, puis je vais comme juste te montrer les protéines à ce moment-là. Fait que des fois, on peut s'en servir comme ça, puis ça peut être un volet éducatif super intéressant, là. Fait que oui, Ben 100%. oui, c'est ça. Puis tu sais, après ça, c'est de t'éloigner tranquillement pas vite. Tu peux l'analyser Exact. pendant une journée ou deux, voir comment ça va, tu sais. Puis juste Pas moi, dépendre de ça. l'exemple classique, c'est, mettons, j'ai des personnes, des fois, de petite taille, en termes de grandeur, je parle, là, tu sais. Oui. Fait que généralement, leur pouce est un peu plus bas, puis en termes de grammes de protéines par kilo, c'est aussi beaucoup plus bas. Puis eux, dans leur tête, c'est comment faut que je mange une poitrine de poulet à tous les repas, tu sais. Puis là, quand tu rentres ça dans une application qui regarde, tu sais, en termes de grammes, comment ça correspond, ça, là, ils sont comme, OK, fait que ma poitrine de poulet, pour moi, ça serait peut-être plus 2-3 portions. Puis je suis genre, oui, c'est exactement ce Mhm. que... Mais tu sais, après ça, tu le sais que ta poitrine de poulet, c'est Voilà. peut-être pas une portion, t'as pas besoin de le calculer à toutes les fois. Non, on s'en fout qu'il y ait un repas, que ça soit 26 grammes, l'autre 27 comme ça Exact. a très peu d'importance. C'est juste Exact. ça peut ouvrir les yeux, mais chose certaine, si ça te stresse, don't do it. Là, moi, c'est comme ça que ça avait Pas besoin commencé, de ma le relation faire. troublée. Là. C'est ça. J'avais une Fitbit qui me disait les calories, les pas, je traquais toute ma bouffe. C'est là que je me disais, je vais garder mes calories un peu plus tard dans la journée, parce que là, ça me disait qu'il fallait que je mange, je Et sais pas, voilà, c'est ça. 1800, là, mais là, il m'en restait 300, là, puis là, il est juste 3 heures de l'après-midi. Qu'est-ce que je vais faire, là? En plus, je travaille Exact. toute la soirée. Fait que, tu sais, Non, non, c'est ça. c'est Non, non, comme c'est ça. méga C'est... stressant, là, tu sais. Mais puis c'est normal. Là, ben, puis tu sais, en toute confession, j'ai jamais fait ça, là, parce que j'ai une super bonne relation avec mon corps puis la bouffe, là. Mais je sais que ça pourrait me fucker, là. J'ai Ben oui. jamais osé faire ça. Fait que je respecte quand un client me dit, moi, je veux quand même le tester, je veux le faire. On le fait, il n'y a pas de stress, mais t'es effectivement pas obligé de passer par là. Puis que ce soit protéines, glucides ou whatever, il y a quand même moyen qu'on se donne un aperçu de dire, ben, tu sais, moi, je le sais que l'ensemble de ta journée, ça sert à peu près ça. Fait que, tu sais, ça pourrait te donner à peu près ça dans ta journée, comme en termes de portions. Encore une fois, c'est pas une science exacte, mais on a d'autres stratégies aussi qu'on peut utiliser. Fait que je sais qu'on entend beaucoup parler de tracker. Surtout si vous êtes dans le milieu plus, vous vous intéressez aux vidéos plus de milieu sportif, mais Ouais. on n'est pas obligé d'aller là nécessairement non plus. Il faut vraiment personnaliser, encore une fois, à chacun. Là. Fait que c'est pas bien manger ne veut pas dire tracker ses affaires. C'est ce que ça veut dire. Puis au contraire, il faut savoir que notre corps, je reviens au facteur physique, mais notre corps,
quand j'ai pas de facteur maladie, médication, débalancement, maladie chronique qui fait que j'ai plus le signal de faim, peu importe, ben quand j'ai pas tout ça, ben mon corps, il va me demander la faim, il va me sécréter de la faim en fonction de mes besoins. Fait que je peux quand même apprendre à écouter mes signaux de faim puis de rassasiement, puis ça va correspondre aux besoins de mon corps, puis ça va être équilibré dans ce sens-là. Là. Fait que le meilleur système interne pour savoir ce que j'ai besoin, ça reste quand même mes signaux. C'est juste que si j'ai de l'insomnie chronique, si j'ai du stress chronique, si j'ai une médication qui vient jouer sur l'appétit, ou si génétiquement parlant, ma faim est déprogrammée puis que moi, ça marche pas, mais là, ça se peut qu'effectivement, que je puisse pas me fier à 100% à mes signaux. Fait qu'il y a quand même des situations où ça se peut que ça fonctionne pas, là. Fait que tu donnes des conseils peut-être un peu plus structurés, spécifiques, Exact. puis ben, c'est pour ça aussi des fois qu'il y a d'autres médications qui existent pour aider. Exact. Fait que, Parce qu'il y a vraiment des gens pour qui c'est complètement dérégulé, là, puis ils se font dire, oui, mais c'est juste une question d'effort puis de motivation, puis tu manges pas assez de ci ou pas trop de ça, puis ouais, non, c'est plus compliqué que ça, là. Vous partez pas, vous avez pas les mêmes signaux dans le même corps, ça marche pas, là, on peut pas comprendre, là, c'est déréglé, là, littéralement, là. Ouais. mais ça me ramène, tu sais, on a écouté une vidéo, je pense qu'on en a déjà parlé, mais si t'as faim, faut pas que tu nourris ton corps, t'es mieux de boire du café sur toute la journée. Hey. Super conseil qu'on a vu sur les réseaux sociaux. Ouais. Fait que non, Non. tu sais, si t'as faim, nourris ton corps. Exact. Fais pas juste boire du Attends café. pas. Tu sais, on revient à l'échelle de la faim, là, c'est une faim physiologique, t'as faim, ton estomac gargouille, plus tu descends, plus tu vas loin dans ton échelle de la faim, plus tu risques d'arriver affamé à l'autre repas, plus il y a des risques de surconsommation, puis d'avoir un attrait pour des aliments qui vont être plus énergétiques puis moins nutritifs. Là. Mais tu sais, cette personne-là dans la vidéo avait sûrement raison parce qu'elle a des abdos, Sarah. C'est ça, on n'a pas compris. Nous, moi, j'en ai pas, fait que je dois pas savoir de quoi je parle. Il est en chest sur les réseaux, fait qu'il doit avoir raison. Tu sais, dans le fond, le bac universitaire, ça sert à rien, là. Tu sais, si t'as des abdos, c'est ça ton CV, là. Exact. C'est ça, hein? OK. Super. Génial. Puis, deux derniers petits trucs dans la catégorie physique qui peut influencer l'appétit. On en a parlé, là, mais la médication, autant réduire l'appétit qu'augmenter l'appétit. Fait qu'il y a deux effets potentiels, là, finalement, dans la médication. Fait que oui, il y a des médicaments qui, littéralement, vont augmenter beaucoup l'appétit. Quand on va dire qu'une médication peut faire prendre du poids, c'est pas que la médication directement va influencer le métabolisme de base ou que la médication va directement mettre du gras dans les cellules adipeuses, notre tissu adipeux. C'est pas ça. C'est souvent que la médication va venir jouer sur les envies de manger, l'appétit, ou sur la faim, ou sur les hormones, la sécrétion des hormones de rassasiement ou de satiété. Fait que c'est surtout là où ça va venir influencer nos apports, en fait. Puis la médication, au contraire, qui coupe l'appétit, mais ça peut avoir d'autres enjeux là, aussi, comme tu parlais, par exemple, certaines médications pour le TDA, par exemple, peuvent créer un effet anorexigène, en fait, pour avoir d'appétit. Et il y a certaines maladies, dont l'hypothyroïdie ou l'hyperthyroïdie, là, effectivement, qui peuvent influencer de ce côté-là. C'est plus au niveau, généralement, de la dépense énergétique que ça peut aller influencer, mais il y a d'autres maladies qui peuvent aussi déréguler un peu, c'est plus spécifique, là, mais déréguler un petit peu certains signaux là, de faim puis de rassasiement. Ouais, puis tu sais, par rapport à ça, une chose que j'ai des clients qui font de l'hypothyroïdie, puis ils sont comme, ouais, mais je m'entraîne quand même. Oui, 100%. Ouais, là, Ce qu'il faut savoir, ça. comme j'ai mentionné dans l'épisode précédent, c'est que le mouvement, c'est pas juste ton exercice. C'est toute ton activité physique dans la journée. Tu sais, fait que moindrement que ton corps, justement, en hypo, il va être un peu plus économe là, sur son énergie. C'est ça. Ouais. Fait que tous les mouvements involontaires dans ta journée, ça aussi, ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup jouer. Ouais. Fait que même si tu t'entraînes, c'est plate. Life is unfair. Tu fais de l'hypothyroïdie. Ça, si tu vas avoir une dépense énergétique de quelqu'un qui en fait pas, ben vraiment, il faut que ta médication soit super bien ajustée. Puis deuxièmement, il va falloir aussi faire un petit peu plus de sport. Fait. Ouais, c'est touché. C'est très, très... Versus l'hyperthyroïdie, où là, c'est comme l'inverse. La dépense énergétique est plus élevée, le corps est vraiment plus efficace, mais ça amène des problèmes. D'autres types de problèmes, ben oui. Oui, c'est ça, c'est pas une bonne chose, nécessairement, on s'entend. Non. Mais c'est ça. Fait que, voilà. Fait que ça résume les facteurs principaux au niveau physique, physiologique, je dirais, mais tu sais, il y en a plein d'autres, mais on va s'en tenir à ça là, pour être capable de finir cet épisode-là. Ce qui nous amènerait à notre deuxième catégorie, qui est plus les facteurs environnementaux.
là, encore une fois, je ne les passerai pas au complet parce que c'est vraiment très, 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 très large. Mais ce qui est intéressant de savoir, c'est que la stimulation qu'on va avoir, fait qu'on disait tantôt de sentir un aliment comme j'ai pas faim, mais je passe devant le Subway puis ça sent, ça peut stimuler l'appétit, donc les envies de manger. Le fait de voir un aliment sur le comptoir peut me donner soudainement envie de le manger. Le fait d'avoir des aliments à portée de main à notre bureau de travail, si on est en train de travailler puis que j'ai accès à des petites noix sur le comptoir, par exemple, des jujubes, peu importe, ça va faire en sorte que je vais avoir tendance à les manger plus de façon inconsciente. Fait que ça aussi, ça peut influencer, même si j'ai pas faim, ça peut influencer nos comportements alimentaires. La grosseur de l'assiette, il y a certaines personnes pour qui, il y a des études qui avaient été faites là-dessus, c'est super intéressant, mais la grosseur, la perception de la grosseur de l'assiette. Fait une même portion dans une méga grosse assiette versus dans une plus petite, le cerveau perçoit qu'il est un petit peu plus restreint si c'est dans la grosse assiette. Fait qu'il va avoir tendance à avoir peur peut-être d'en manquer, puis ça pourrait faire en sorte qu'on aurait peut-être envie d'en manger une plus grosse portion versus dans une petite assiette où on se sent quand même plus satisfait. C'est pas pour tout le monde, mais il y a des gens qui vont répondre de cette façon-là. Il y a même des études qui avaient été faites dans des bols à soupe avec un trou au fond, mais qu'on voit pas le trou, là. Puis que finalement, le bol à soupe se remplit un peu automatiquement, puis les gens ont comme la difficulté à percevoir, puis vont manger plus que si c'était dans une portion standardisée, puis que le bol se remplissait pas, par exemple. On le sait, là, je veux dire, on a tous mangé de la fondue ou de la raclette dans la vie, là, quand on voit pas ce qu'on mange, puis même dans les bouchées ou dans les buffets, des fois, c'est ça qui est complexe, parce que si j'assois pas tout ça dans une assiette puis que je vois pas la quantité, ça peut être un petit peu plus difficile de percevoir. Il faut vraiment que je sois plus habituée d'être à l'écoute de mes signaux de rassasiement, mais si je le suis pas puis je me fie plus à la grosseur de l'assiette, ça peut être vraiment facile de manger plus que mes besoins à ce moment-là. Il y a une autre affaire que je voulais dire par rapport à ça. Oui, c'est ça. Quand il y a plusieurs, on l'a nommé tantôt un peu, là, mais quand il y a plusieurs goûts différents, textures différentes, fait que je vais prendre le buffet, par exemple, bien, c'est sûr que plus il y a de choix, plus on risque de manger un petit peu plus que nos besoins parce qu'on va cette année moins vite, finalement, au niveau, entre autres, de la satisfaction sensorielle, puis l'attrait pour les aliments va être un petit peu plus élevé parce qu'on va vouloir goûter un petit peu à tout. Puis si en plus, je mets le contexte rareté, fait que si j'y vais pas souvent, puis que là, je me dis, c'est là que ça se passe, puis si en plus, je mets le contexte, je me restreins la journée d'avant pour prévoir ce repas-là, on a déjà parlé, entre autres, pendant le repas des fêtes, mais là, il y a un risque vraiment de pas percevoir ma sensation de rassasiement ou juste pas l'écouter, en fait. Ouais, 100%. Puis il y a une astuce souvent qu'on peut donner, que je donne des fois au resto, tu sais, c'est quand t'es en gang puis tu veux goûter un peu à tout, c'est full correct là, de vouloir goûter à entrée, dessert, tout. Oui, astuce, tu sais, si t'as des gens qui sont willing, tu sais, c'est de commander plein de choses puis tout le monde partager puis c'est de prendre des petites bouchées un peu de tout puis ça t'aide justement à, tu sais, quand t'as commenté justement à la table d'hôte, fait que là t'as la salade, la soupe ou l'entrée, whatever, plus ton plat principal, plus un dessert, plus un café X. Souvent qu'ils mettent des choses dedans, là, c'est pas juste un café noir, souvent. Fait que, bref, stratégie efficace, c'est de partager les choses. Puis en plus, tout le monde peut goûter à plus de choses. Puis toi, tu peux avoir une quantité qui fait peut-être plus de sens aussi pour ta faim, tout dépendant. Fait que ça peut être un truc intéressant. Super intéressant. Tu sais, tout ça est relatif. Là, si tu vas au resto une fois par année, on s'en tape. Là. Ben oui, 100%. Là. Mais tu sais, on a là, des clients là, qui, dans le cadre de leur travail, c'est plusieurs fois par semaine où c'est le resto. Puis là, effectivement, des stratégies comme celle-là, ou juste de se poser la question, c'est quoi que j'ai le plus le goût de manger? Tu sais, quelqu'un qui est en restriction, là, puis qui va, mettons, au resto, tu vas avoir le goût de tout manger parce que tu te le permettras pas, puis tu vas te dire, ça va peut-être être la dernière fois avant X temps que je vais me le permettre. Alors que si tu te le permets, puis tu dis que cet aliment-là va toujours être disponible, que tu vas en avoir de besoin, puis que pas besoin, mais que tu vas avoir envie de le manger. Puis tu dis, c'est quoi aujourd'hui que j'ai le plus envie de manger? Je vais me concentrer là-dessus. Puis la prochaine fois que j'aurai envie de manger l'autre affaire, je reviendrai. Puis des fois, ça peut être une possibilité aussi pour cibler. On a parlé un peu dans l'épisode des fêtes, mais tu sais, quand j'ai plus faim, les aliments sont moins savoureux. Fait que mon espace dans l'estomac, c'est pour des aliments que j'ai vraiment envie de manger. Je veux pas perdre mon temps dans des affaires que j'ai pas envie de manger. Fait que ça aussi, des fois, ça peut être une petite astuce. Là. Fait que super intéressant. Oui, ça me fait penser, on avait parlé avec, t'avais invité, parler sur la ménopause, je m'en rappelle plus c'est quoi son nom. Karine? Cravette? Oui, Karine. Oui. On avait parlé justement, c'était un peu hors contexte, mais j'avais parlé du fait que j'étais allé au resto puis que j'avais commencé avec un potage. Mon repas, un gros potage. Puis j'étais comme vraiment déçu parce qu'après ça, j'avais comme plus faim pour le restant du repas puis c'était vraiment bon. Fait que j'ai ramené le reste chez nous, mais c'était moins bon le lendemain parce que c'était comme réchauffé, là. C'était comme des pâtes
au canard, je sais pas quoi. Fait que, ça pour dire que, ouais, des fois, faut juste, si tu choisis, ton estomac, il y a une Exact. capacité limitée, fait qu'il faut que tu fasses des choix. Puis le choix, c'était vraiment, tu sais, pour certains, ça va être de choisir d'investir leurs calories, tu sais, qui vont le voir un peu quasiment de même. Mais tu sais, tu peux avoir une vision aussi beaucoup plus positive de genre non, c'est juste que je voulais vraiment goûter à tout, puis pour vrai, mon estomac voulait juste pas, puis c'est juste vraiment triste, tu sais. Fait que, C'est ça, c'est tu sais, différent tu peux faire complètement. tu peux faire un même choix, mais avec une attitude complètement différente, tu sais, puis ça va. L'intention, complètement L'intention, c'est différente. super important, mais Exact. ça m'a ramené à cet exemple-là, puis pour vrai, Ouais. guys, si vous voulez manger un repas, puis vous voulez vraiment le plat principal vous intéresse, attention à la quantité de potage que vous mangez à la fin. Ouais, en même temps, c'est impressionnant parce qu'il y a des gens qui vont me dire, moi, je suis capable de manger des quantités, puis j'ai jamais de problème de digestion. Puis moi, ça me fascine à chaque fois, parce que je suis comme, moi, là, manger ton potage, là, puis ton repas après, j'ai le goût de vomir quasiment, là. Les Ouais. reflux sont là, puis ça se passe pas bien, là. Puis j'aimerais ça, là, mais ça, fait que c'est sûr que ça fait un facteur motivationnel différent dans le sens que, pas que je veux pas trop manger, là, au contraire, mais c'est juste que moi, je vais vraiment choisir qu'est-ce que j'ai vraiment plus envie de manger parce que je sais que sinon, je vais passer ma nuit dans la salle de bain et que ça va être désagréable puis que je vais peut-être vomir, ce qui est la chose qui me fait le plus peur dans la vie, ou presque. Alors qu'il y a des gens qui vont peut-être se dire, ouais, mais tu sais, c'est chill, là, ça va, mais moi, je suis capable de manger des grosses portions puis je vais quand même dormir puis ça va quand même se passer. Fait que, tu sais, il y a des gens pour qui ça peut être un facteur motivationnel puis il y en a d'autres que je comprends que vous me dites, moi, ça change absolument rien. Fait on va voir ça différemment. Ben oui, 100%. Point individualisé. Toujours. Les portions, les emballages aussi. Fait que c'est aussi des études qui ont été faites là-dessus. Puis tu sais, quand on s'intéresse à l'historique des portions en termes de, tu sais, les pop-corn, les breuvages dans les fast-foods, toutes les grosseurs de frites, ben au courant des dernières années, à quel point ça a augmenté puis que l'offre a augmenté aussi. Mais tu sais, ne serait-ce que l'argent, là, tu sais, mon propre chum se fait souvent pogner puis il est comme, ah, mais j'ai pris un grand parce que ça revenait comme quasiment... je sauvais de l'argent, mais tu sais, ultimement, dans T'as l'absolu, il a dépensé payé plus plus. cher, Ben là. Il a oui. payé plus cher pour le prendre, mais ça revenait comme au millilitre moins cher. Puis il se fait tout le temps pogner des affaires de même. Puis je suis comme, oui, mais j'en voulais pas, moi, un gros de même. Je vais le jeter, là. Mais en même temps, si je me pose pas la question puis que je me dis qu'est-ce que je voulais au départ, mais c'est facile là, de le prendre au complet quand même. Là. Surtout que c'est des aliments ultra transformés, palatable. Ben, ça nous pousse à les manger au complet finalement. Fait il y a plein de techniques marketing comme ça qui vont venir nous chercher, même dans le prix. C'est quand même assez fascinant. Là. Fait il y a tout ça aussi. Il y a la grosseur des emballages. Là. On peut penser au sac de chips. Là. Mes clients me disent tout le temps, ouais, mais ils sont tous attachés ensemble, les chips. Oui, effectivement, c'est une belle image. T'sais. Ça devient difficile, des fois, d'arrêter quand on mange, surtout quand on mange directement dans l'emballage. Puis, ben, quand le sac est gros. Puis, généralement, ben, ça devient plus économique d'acheter de gros sacs. Mais ça peut faire en sorte que, effectivement, on a tendance à manger davantage. Fait qu'il y a ça qui est quand même qui peut faire une différence, en fait. Fait que Jamais gagné. non. Puis un autre point, c'est dépendant de... Ça, je le vois parce que, tu sais, j'ai des clients de partout au Québec, là. Fait que j'ai des clients dans les villes, j'ai des clients dans des régions plus éloignées. Puis, tu sais, les gens en région, souvent, ils vont me dire... Puis même pas éloignés, là, genre, moi, j'ai pas ça Uber Eats, là. Ici, il y a pas grand-chose, là, qui vont livrer dans mon coin, puis je suis pas à l'autre bout du monde. Mais mes clients qui sont dans des villes puis qui ont une liste vraiment élevée de choix, puis quand t'as le côté impulsif, là, que tu sais, c'est pas toi qui décides d'avoir le côté impulsif, mais mettons quelqu'un qui me dit, moi, je suis impulsive, puis quand j'ai une envie, c'est comme, je prends Uber Eats, je me commande des Mr. Puff, puis c'est fait, puis là, je suis comme, ah, qu'est-ce qui s'est passé? Je comprends pas, puis là, il arrive. Ben, c'est sûr que c'est différent que quand t'as pas accès à ça aussi. Fait que c'est même plus, je peux aller dans un fast-food, ou je peux aller à l'épicerie, ou je peux aller au DEP. C'est j'attends chez nous, puis la bouffe vient à moi, on est ailleurs, là. Fait que, tu sais, c'est comme, ça aussi, ça rend ça encore vraiment plus difficile, là. Fait qu'il y a le côté marketing de ces aliments-là, mais il y a le côté accessibilité aussi. Fait que, c'est ça, les annonces à la télé, de voir une annonce, Ouais. fait que tu peux avoir envie de manger cet aliment-là. Fait que, tu sais, c'est comme à l'infini, là. Ben, plus que tu as d'opportunités, même si tu veux dire non, ben, dire Ça non devient une tough. fois, c'est pas mal moins tough que de dire non constamment à tous les jours, là, tu sais, et plusieurs fois par jour. Exact. Puis ça m'est arrivé d'avoir quelqu'un aussi qui avait un trouble alimentaire de type hyperphagie, puis à chaque fois qu'elle terminait son travail de soir, sa route faisait qu'elle passait devant un McDo, puis elle était juste pas capable d'arrêter au McDo. Puis une des stratégies qu'elle avait trouvées avec un de ses intervenants, c'était de juste changer son chemin pour ne plus passer devant puis le voir, là. Fait que, tu sais, c'est tough parce que la personne qui a pas cette
sensibilité-là, cette génétique-là, ou whatever, qui n'a pas ce trouble alimentaire-là, voire même à la Mhm. limite, ou cette impulsion-là, va passer puis se posera même pas la question, puis peut juger facilement la personne qui, elle, dit « Mais c'est sûr, c'est que tu peux pas juger, vous partez pas au même niveau. Je vais te mettre les mêmes stimuli, puis la même impulsivité, puis tu essaieras toi aussi de passer puis de pas arrêter. C'est vraiment différent. » Fait que, c'est plate qu'il y ait tous ces préjugés-là, mais c'est on part pas tous en même place, puis ben c'est injuste, là. On n'a pas tous les mêmes défis, en fait, là. 100%. Ferme-toi la parenthèse. Merci de cette parenthèse. Fait que, bref, l'environnement, vous comprendrez que c'est plus large que ça, là. Ça peut remonter loin, même dans les politiques et tout ça. Puis, tu sais, ultimement, dans les environnements, il y a aussi nos normes sociales, là. Tu sais, on peut pas ne pas en parler, là, parce que quand on parle de poids en tant que tel et compagnie, ben c'est sûr que les normes sociales qui, justement, où il y a de la grossophobie versus on prône les idéales de minceur et compagnie, que les gens, justement, se font juger sur ce qu'ils mangent. Tu sais, une personne grosse va manger une salade, elle va se faire juger. Ah bon, c'est ça, elle essaie de perdre du poids. Ou elle va manger une poutine. Ah ben c'est ça, elle est grosse parce qu'elle mange une poutine. Tu sais, on s'en sort jamais. Puis, tu sais, j'irai pas nécessairement trop là-dedans, mais ça reste que ça aussi, ça va avoir une influence avec toutes nos croyances, nos normes sociales, les réseaux sociaux, la comparaison, mais ça aussi, ça peut influencer nos comportements alimentaires. Puis ça m'amène dans littéralement le troisième composante qui était les facteurs psychologiques. Bien, toute la stigmatisation qu'on peut vivre par rapport au poids ou même l'intimidation qu'on peut avoir vécue, mais ça aussi, ça peut affecter notre relation là, littéralement avec la nourriture. Oui, Donc, tout à fait. Puis même plus simple que ça sur les environnements. Tu sais, si tu vas au resto puis ta gang d'amis, eux autres, c'est des grands consommateurs de pichettes de bière, tu sais, ou si tu vas au resto puis tes amis, c'est toutes des personnes qui ne boivent aucune goutte d'alcool. C'est con, mais ton environnement social immédiat va vraiment beaucoup impacter tes choix. Tu sais, oui, il y a les réseaux sociaux. Oui. Oui, il y a la télé, le marketing et tout, mais vraiment, tes proches, qu'est-ce qu'ils font, tu sais? Très bon point. Tu sais, je disais, on veut changer nos habitudes, puis ça nous confronte à certaines choses, des fois. Ça ne tente pas d'aller là. Ton cercle social, c'est un des points qui est très, très, très important. Puis souvent, on se met un peu la tête dans le sable, tu sais. Je prends l'exemple vraiment extrême des gens qui ont une consommation problématique de drogue ou d'alcool, tu sais. Ben souvent, ils changent de cercle d'amis, en fait, parce qu'ils peuvent juste plus voir ces gens-là, parce que sinon, ils retournent dans leurs habitudes moins saines, tu sais. Fait que ça, c'est un des gros aspects. Des fois, il faut juste se poser la question, est-ce que mon support social, il va dans le sens que moi, je veux aller, puis c'est challengeant, puis je peux comprendre qu'on peut se sentir seul, puis peut-être que les opportunités de socialiser sont moindres en vieillissant, même si on a les réseaux, c'est pas la même chose. Ça reste que de se trouver des gens qui ont des objectifs communs à nous, des valeurs communes, puis c'est vraiment ça qui peut faire aussi une grosse, grosse différence sur l'adoption de saines habitudes ou non, puis le maintien dans le temps aussi. 100%, puis tu sais, j'ai comme... Je suis pas allée dans ce gros morceau-là, puis là, j'ai comme le goût d'y aller, mais effectivement, l'environnement immédiat, puis même, tu sais, la famille, là, fait que, si on parle enfant, adolescent, ben tu subis tu sais, c'est pas tu subis, mais t'as pas de pouvoir décisionner Pas à le ton contrôle, vraiment. environnement. Fait que, tu sais, il y a tout ce qui est socio-économique, là, j'en ai pas parlé, mais c'est un point qui est quand même important à mentionner. Fait que, tu sais, tout ce qui est compétences, connaissances nutritionnelles d'un côté, mais aussi l'argent. Parce qu'on va se dire, c'est pas le panier d'épicerie, c'est pas si évident que ça, là. Fait qu'il y a ce côté-là aussi, mais il y a le côté aussi, justement, environnement familial, ne serait-ce que même si tu as un chum, une blonde, ben dans la maison, les habitudes alimentaires de ton conjointe vont influencer tes habitudes alimentaires à toi aussi. Puis il y a une étude justement qui est sortie récemment québécoise là-dessus. Je pense que c'est la gang de Québec qui a fait cette étude-là. C'était dans ma revue de nutrition là, dernièrement. Puis ça démontrait qu'effectivement, quand tu es en couple, tes habitudes alimentaires vont changer puis vont être influencées par ton conjoint ou ta conjointe. Puis ça peut être autant positif que négatif. Fait qu'effectivement, l'environnement très, très proche peut avoir une méga grosse influence. Fait que ça, c'est un super bon point là, à considérer aussi. Puis ça amène aussi à tout ce qui est dans ton enfance, c'est quoi les connaissances que tu as appris par rapport à l'alimentation? Est-ce que tu as des compétences culinaires? Tu sais, si l'environnement, on peut le pousser jusque-là aussi, mais est-ce qu'on t'a montré à cuisiner? Est-ce que tes parents cuisinaient ou tes parents commandaient du resto tout le temps puis t'es pas capable de faire cuire un œuf? Tu pars pas de la même place, t'as pas les mêmes défis. Il y a tout ça aussi qui va rentrer en ligne de compte. Puis au niveau de l'appétit en tant que tel, les envies de manger, il y a toute la relation, là, on va rentrer dans le volet psychologique, mais toute la relation, comment tu as appris plus jeune à rentrer en relation avec des aliments. Fait que, est-ce que tu avais des aliments interdits? Est-ce qu'on te disait qu'il y avait des aliments qui étaient santé, pas santé, bon, mauvais? Est-ce que tu as vu tes parents à la diète? Il y a tout cet effet-là aussi. Est-ce que toi, tu étais restreint dans tes portions? Tu sais, il y a des gens qui vont me dire
Moi, j'ai toujours eu peur d'en manquer, fait qu'encore aujourd'hui, j'ai de la misère à en laisser parce que plus jeune, j'avais toujours peur de manquer ou j'avais l'impression qu'il y a des aliments que j'avais pas le droit de manger puis que là, quand j'étais allée en appartement, après ça, c'est là que ça a commencé puis j'ai comme perdu le contrôle. Fait que tout ça peut avoir un impact aussi de ce côté-là. Fait que tout ce qui est ma relation avec les aliments, puis aussi les restrictions cognitives que j'appelle, fait que toutes les petites phrases qu'on se fait mettre dans le coco tout au long de notre vie, là. Fait que, tu sais, ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça fait prendre du poids, ça va prendre de poids, nanana, tout ça, ben ça marque, ça reste là. Puis souvent, mes clientes, ils vont me dire, c'est que j'avais pas réalisé à quel point j'en avais, parce que c'est tellement là tout le temps, c'est un peu comme Ouais. inconscient, là, tu sais, c'est la petite personne qui est là en arrière qu'on voit, tu sais, qui est là en figurant, mais tu sais, qu'on n'accorde pas trop d'attention, puis quand on commence à y accorder un peu d'attention, on se rend compte que, ouh, chnout, il y en a vraiment beaucoup, puis ça peut expliquer mon attrait plus important pour certains aliments. Là, je nous renvoie à notre épisode qu'on a fait là, sur la restriction, là, parce que on a fait un épisode en soi, là, fait que restriction cognitive. Je nous renvoie à cet épisode-là pour tous les détails associés à ce volet-là, mais tu sais, je pouvais pas ne pas le nommer quand même. Là. Puis, tu sais, tu parlais du statut socio-économique aussi, tu sais, Ouais. il y a beaucoup de gens qui ont des revenus familiales vraiment différents, là. Ouais. C'est sûr que quand tu as un revenu très, très, très faible, ben là, tu es comme contraint de faire des choix alimentaires plus riches en énergie qui coûtent le moins cher possible. Ça, c'est une Ouais. chose. Ça, on rentre plus dans l'insécurité alimentaire. Là, c'est pas de ça que je parle. Tu sais, moi, ce que j'observe des fois avec mes clients, c'est le fameux cercle vicieux, j'ai pas d'argent ou j'ai pas les compétences. Puis, quand que je suis comme, OK, mais fais-toi un budget de la semaine, tu sais, tes dépenses vont où? Est-ce que tu les suis, tes dépenses? Où est-ce que tu mets ton argent? Parce que quand tu achètes quelque chose, tu mets un vote, dans le fond, là. Tu sais, tu mets ton argent où est-ce que tes priorités sont ou tout dépendant, là. Fait que, tu sais, si tu te rends compte que, hey, j'en avais, là, Sarah, là, c'était du 300 $ de resto par semaine, tu sais, puis Ouais, ça peut il aller me vite. rapportait qu'il n'y avait pas d'argent pour des activités sportives, il me rapportait qu'il n'y avait pas d'argent pour des aliments plus sains, puis, tu sais, ils dépensaient beaucoup dans le resto parce que ils sont pas capables de se faire à manger. C'est ça. Ouais. Tu sais, fait que là, je comprends, mais là, de l'autre côté, il faut quand même développer les connaissances pour être capable de cuisiner avec des aliments moins transformés, pas au resto, qui coûtent moins Briser le cher, cercle vicieux. finalement, dans son Ouais. contexte. Ouais. Puis là, l'autre problème aussi rencontré, c'est quand que la personne est occupée, puis qu'elle est prise dans ce cercle-là, ben Ouais. là, ils veulent se diriger vers des options prêtes à manger, plus équilibrées. Mais ça, c'est Ouais. 12 $ la portion. C'est cher. Ouais. Tu sais, fait que c'est moins cher que du resto, mais ça reste cher, tu sais. Fait que Ouais. ça entretient C'est vraiment un touché. problème qu'à un moment donné, c'est con, mais dans ce contexte-là, il faut vraiment que tu arraches le band-aid et tu fasses comme, OK, comme là, faut que j'apprenne à cuisiner. Ça peut commencer à être vraiment très simple. Il y a des options là que tu peux cuisiner à la maison que c'est vraiment pas compliqué, puis de juste builder à partir de là. Mais je pense que qu'est-ce qui est important de savoir, c'est que là, on parle de tracker l'activité physique ou la nutrition. On le recommande pas tout le temps, mais de tracker ton budget, je pense que sur plein de sphères de ta vie, c'est définitivement une bonne option pour ne pas tendance à le faire parce qu'on dit non, je gère bien ça, whatever. Mets ça objectif, tu vas voir où est-ce que la majorité de ton budget va, puis regarde si ça fit avec tes objectifs de vie, où est-ce que tu as envie d'avancer finalement, tu sais. Ouais, c'est touché, c'est effectivement. Puis, tu sais, il y a des, tu sais, il y a des familles, des fois, que c'est comme le manque de temps aussi, puis ils Ouais. savent plus où se lancer, que faudrait que je cuisine, mais j'ai l'impression de pas avoir le temps de cuisiner parce que j'ai pas d'aide à la maison, ou peu importe, puis il faut que je travaille en plus, puis que, fait que, tu sais, des fois, c'est ça, c'est qu'il faut voir où on met l'énergie, où la personne est prête à investir, est-ce qu'elle peut, est-ce que sa santé mentale y permet. Fait que, tu Ouais. sais, quand on dit que c'est complexe, là, c'est tout ça, là, parce que quelqu'un qui a plus de temps, qui pourrait investir là-dedans, ça se fait. Quelqu'un qui en a moins, est-ce que là, ça se fait? Est-ce qu'il y a moyen de le faire sans déséquilibrer la santé mentale? Fait que, encore une fois, c'est toujours du cas par cas, mais tu sais, c'est intéressant, effectivement, de observer qu'est-ce qui se passe, puis si c'est un cas comme celui-là, ben où va l'argent? Il va dans les restos, mais pourquoi c'est du resto? Est-ce qu'il y aurait moyen de trouver des trucs plus économiques pour le faire? Fait que, tu sais, on dit pas qu'après ça, on dit à tout le monde cuisiner puis lâcher tout, Ouais. mais ça reste que faut quand même se poser la question, puis oui, c'est un bon point, il faut quand même l'évaluer aussi, là. Je C'est veux un juste pas qu'on timeline. tombe dans T'es pas le... obligé de tout évaluer en même temps, C'est t'es pas ça, obligé de tout changer en même temps. Tu c'est prends ça. ça une chose à la fois, puis chose certaine en discutant avec quelqu'un, peut-être qu'ils Ouais, vont t'orienter sur une priorité, puis après ça une autre. Tu sais, c'est vraiment ouais. c'est par étapes, là, Je tu veux sais. juste pas qu'on tombe dans le jugement, là, parce que des fois, ça tombe dans le ouais, mais tu sais, tu te plains que t'as pas d'argent, mais tu vas au resto, puis oui, mais attends, là, la personne, elle a peut-être comme de la misère aussi, puis tu sais, le temps pour cuisiner, c'est plus rushant, puis il se passe d'autres choses au niveau de la santé mentale, ça va pas bien. Fait que, tu sais, jugez pas quelqu'un froidement comme ça si vous avez pas tout le contexte non plus, là. Fait qu'effectivement, au-delà de l'insécurité alimentaire, tu sais, des fois, je vois des conseils comme oui, c'est super intéressant, là, faut
faut apprendre des fois à cuisiner selon les spéciaux, faut, tu sais, oui, le meal prep, ça sauve de l'argent, tout ça, mais tu sais, faut prendre la personne dans son ensemble aussi. Fait que comme conseil global, c'est intéressant, mais tu sais, la personne qui a de la misère à arriver parce qu'elle gère toute la charge mentale à la maison, ça se peut que son meal prep, ça soit une charge mentale de plus, puis la balance entre santé mentale, puis ça, ben, fait que c'est pas tant réaliste. Fait que, c'est ça. Même chose pour faire ton budget, là, ça prend du temps. Là. Si t'as genre 5 enfants en bas âge à gérer, ça se peut que ça te tente pas de rentrer toutes tes factures dans un Excel pour calculer ton budget, là, tu sais. Exact. Fait que, tu sais, faut, comme tu dis, là, après ça, il y a des moments dans la vie où c'est plus propice de le faire, pis tout ça, là, mais juste, faut pas tomber dans le jugement non plus, puis dire, ben, moi, je le fais, fait que tout le monde devrait être capable de le faire, là. Des fois, on voit des choses comme ça passer, donc, faire attention. C'est pas un one size fits all. Jamais. Je te laisse continuer. Il reste pas grand-chose dans le fond parce que justement on a fait un épisode complet sur la restriction. Je vous renvoie là-dessus. Tout ce qui est culpabilité, on avait parlé dans restriction, mais la culpabilité fait qu'on va avoir tendance à manger plus, puis ça va être des envies de manger. Là, ça sera pas nécessairement de la faim physiologique. Là. Mais je reviens avec la petite image là, bien simple là, de si je mange un aliment qui c'est pour le plaisir, là, c'est pas pour la valeur nutritive. Là. Je mange pour le plaisir parce qu'on mange pas juste pour des nutriments et de la valeur nutritive dans la vie, là, on mange pour que ce soit le fun aussi. Fait que si je mange cet aliment-là, puis que c'est pour remplir ma boîte de plaisir, mais que j'ai de la culpabilité, c'est comme si dans ma boîte de plaisir ou mon réservoir, j'avais un trou. Fait qu'à chaque fois que je mets un aliment dedans, puis que je remplis mon réservoir de plaisir, le plaisir s'en va comme immédiatement, puis ça fait en sorte que j'ai l'impression qu'il faut que je le remplisse vraiment souvent, alors que si je ressens pas de culpabilité, ben mon attrait pour cet aliment-là va aller vraiment plus loin puis il reviendra pas full fréquemment. Fait que là, ça a l'air super facile dit comme ça. Après ça, la culpabilité, il faut voir pourquoi elle est là. Des fois, il y a des restrictions cognitives, il faut aller les déconstruire. Donc, des fois, c'est un travail de longue haleine, mais ça aussi, il faut savoir que ça peut influencer. C'est pas une question de motivation. Là. Quand je ressens de la culpabilité, c'est vraiment dur de... Je contrôle pas mes envies de manger à 100%. Là. Fait que c'est pas une question de contrôle-toi, tu contrôles ce que tu mets dans ta bouche. Ouais, non. non, c'est pas si simple que ça, là. Faut prendre la totalité de ce qui se passe, encore une fois. Là. Ben, tu sais, en même temps, par rapport à ça, là, tu contrôles ce que tu mets dans ta bouche, c'est juste que des fois, le contrôle que tu vas aller chercher, c'est peut-être pas exactement au moment où est-ce que tu mets l'aliment dans ta bouche, c'est peut-être que le contrôle, tu vas aller le chercher ailleurs, avant, en amont, puis ça va te permettre de le faire versus juste de dire, ben là, c'est toi qui ouvres la Kit Kat puis qui l'a mangé. Ouais, mais attends, là, genre, tu sais, il y a d'autres facteurs qui sont venus jouer là-dessus, tu sais, fait que tout dépendant. Fait que c'est juste de voir, zoom out, puis d'aller voir selon tes priorités, puis d'avoir du contrôle sur qu'est-ce que tu peux pour après ça aller mieux contrôler ce que tu mets dans ta bouche. Puis tu sais, c'est pas toujours dans un contexte de tu manges trop de Kit Kat, des fois c'est dans un contexte de tu manges pas assez de tel ou tel nutriment, tu sais. Fait. Exact. C'est vrai s'intéresser à pourquoi, tu sais. Fait que si c'est ben parce que j'ai des restrictions, je parle de contrôle, j'ai la culpabilité, mais on va travailler là-dessus, tu sais. On va pas te dire arrête de manger des Kit Kat, pas de même ça marche là. Ça a été montré comme un échec là quand il y a... La personne elle le sait déjà probablement aussi là, tu sais. Pas besoin là, exactement, pas besoin d'aller là. Fait que c'est normal que ce soit plus complexe dans ces cas-là. Ceci dit, ça se travaille, mais il faut que tu mettes ton énergie à la bonne place. Ouais. C'est toujours ça. Ça, puis il restait tout ce qui est aussi... on voit aussi les traits de perfectionnisme, d'impulsivité, si on a eu des traumas dans le passé aussi importants, tout ça, ou des antécédents même de troubles alimentaires, mais ça prend en considération parce que ça peut influencer notre relation à la nourriture et ultimement nos apports alimentaires. OK, voilà. Je conclurai là-dessus. Ouais, ben ça a fait un... Mais c'est un bon tour. C'est un bon long tour d'horizon. Fait que, tu sais, grosso modo, il y a 1001 facteurs qui affectent ce que tu te mets dans la bouche, finalement. Yes. Puis c'est correct, tu sais, c'est de... Je dis tout le temps, il faut que... Premièrement, pour pouvoir t'observer, il faut que tu aies quand même les connaissances pour faire les liens. Tu sais, c'est bien beau t'observer, mais si t'observes quelque chose que tu sais pas de quoi on parle, tu sais... C'est comme quand quelqu'un qui connaît zéro l'art s'en va dans un musée puis qui regarde une toile, tu sais. Tu sais, quand tu le regardes au début de la toile, t'es comme, OK, tu sais, puis là, plus que tu connais ça, plus que tu connais les techniques, puis tu peux réaliser à quel point c'est un chef-d'œuvre qui a réussi à le faire de même, mais c'est un peu ça, tu sais. Faut vraiment savoir un peu de quoi tu parles pour être capable d'évaluer puis de voir comment tu vas t'ajuster au fil du temps. Puis je pense que cet épisode-là fait quand même un bon début à tout ça. T'es dans les images aujourd'hui, Antoine? T'es inspiré? Je t'ai inspiré, tu sais. Moi, quand je regarde la Mona Lisa, je suis comme, OK. Tu sais? Non, mais moi, je me vois, là, quand tu regardes ça, tu sais pas ce que tu regardes, là, c'est moi à 100%, là. Moi, avec 100%. Fait que je m'imagine très bien les gens qui regardent leur menu pis sont comme... C'est ça. OK. Chacun ses forces, hein? Ben, on est là pour exact. ça. Ça revient à, tu sais, je pense que le message dans tout ça qu'il faut comprendre, c'est, tu sais, arrêtons de simplifier l'alimentation, arrêtons de simplifier le poids. Ben, pas l'alimentation, parce que je veux dire,
l'alimentation équilibrée en général, ça n'a pas besoin d'être compliqué, effectivement. Mais arrêtons de simplifier les facteurs qui influencent l'alimentation. Puis ultimement, c'est sûr que quand on parle d'apport, on parle de poids. Fait que c'est pour ça, gang, que c'est complexe. Puis c'est pour ça que des fois, vous n'y arrivez pas seul. Puis c'est pour ça que des fois, on a besoin d'un psychologue, on a besoin d'un nutritionniste, on a besoin des fois d'un médecin, on peut avoir besoin d'un kinésiologue parce que il y a tous ces facteurs-là qui rentrent en ligne de compte. Puis tranquillement, il faut bouger ça comme les... Souvent, je vais voir ça, c'est moi qui ai des images, mais comme des... je cherche le mot, des roues, tu sais, les engrenages, Ouais, merci. les engrenages. Les engrenages, fait que tu sais, s'il y a un engrenage qui tourne pas dans le bon sens ou qui va pas à bonne vitesse, ben c'est que ça a l'impact sur tout le reste de tous les engrenages qui vont être les facteurs qui vont influencer les apports, la dépense énergétique, le poids. Fait que c'est pour ça que c'est tout du micro-ajustement dans plein de petites affaires, mais au final, une fois que c'est fait, c'est là, de façon durable, qu'on peut avoir des changements puis qu'on peut voir des petites victoires positives. Ouais, puis je finirais aussi en disant, je l'ai abordé un petit peu sur le fait que c'est challengeant, là, changer ses habitudes de vie. Je pense aussi, ceux qui sentent qu'ils sont un peu dépassés par la situation de leur vie, qui sont tout le temps stressés, qui sentent qu'au niveau de la santé mentale, c'est bof, c'est bof, puis que ils entendent, ah ben, bien manger puis bouger, ça va t'aider à aller mieux, tu sais, oui, mais tu sais, Ouais, je te mais dirais sauf que peut-être même là, avant d'aller consulter en nutrition ou en kin, si tu sens que ta santé mentale, c'est un enjeu, va en ouais, psy parce que des fois, vraiment, c'est vraiment ça vraiment. qui bloque le processus autant avec moi qu'avec Sarah, c'est qu'il y a des enjeux beaucoup plus profonds, puis bien qu'on aille une base en santé mentale et en modification de comportement, on n'est vraiment pas des psychologues. Non, pas du Fait que tout. des fois, c'est bien d'aller faire quelques rencontres ou en combiner avec quelqu'un qui est en santé mentale spécifiquement, là, tu sais. Fait Yes, que fin de la 100%. parenthèse. C'est une belle conclusion. Fait que ça conclut notre série de 2 épisodes spéciaux sur dépenses énergétiques, apport énergétique. Que voilà. On espère que ça vous a éclairé. Puis le but, en fait, je vais le dire, pour terminer l'épisode, le but de tout ça, c'était de se rendre compte que oui, la dépense puis les apports, c'est très compliqué. De l'autre côté, on voulait quand même amener un peu d'informations, tu sais. Souvent, le commentaire qu'on a, c'est que ça décourage les gens, tu sais, quand Ouais, on parle de ouais, c'est un tout, bon à point. quel point c'est compliqué puis qu'ils sentent que finalement, ben, tu sais, ils ont pas vraiment de contrôle ou ils seront pas capables d'atteindre leurs objectifs. La réalité, c'est que non, tu sais, on parlait de génétique, que ça peut avoir beaucoup d'impact sur ta vie, mais ça reste que la génétique, c'est pas la majorité de la population qui a des gros problèmes au niveau génétique. Tout dépendant, c'est quoi, là? On a toutes nos particularités, mais c'est pas une fatalité pour tous, tu sais. Il y en a Mais même la beaucoup. génétique n'est pas nécessairement une fatalité en soi. Tu sais, il y a des choses qui existent selon ce que la personne a besoin, selon ce qu'elle décide. C'est juste que ça va être des traitements différents, en fait. Mais effectivement, le message qu'on veut que vous reteniez, c'est pas que c'est impossible de changer des choses, c'est juste qu'il faut mettre l'énergie aux bonnes places. Puis pour ça, des fois, c'est dur soi-même de savoir c'est où cette bonne place-là. Puis c'est là qu'on peut se mettre à se pitcher partout, puis des fois trop vite, puis c'est décourageant parce qu'on n'a pas de résultat. Mais il peut avoir un potentiel. Puis c'est juste de savoir, c'est ça, encore une fois, où est ce potentiel-là. Exactement. Donc, venir nous consulter. Nos descriptions sont dans notre biographie de podcast. On va dans la description aussi de l'épisode. Venez nous retrouver sur Sarah Normandin, nutritionniste, moi, AntoineBoutin.kin, puis sur notre site lebreaksanté.com. Vous pouvez vous abonner à notre infolette aussi, je répète. Vous pouvez même Yeah! télécharger un livre de recettes quand vous abonnez à notre infolette. Puis on va pouvoir vous faire parvenir là, quand on va monter des formations, notamment sur le poids et les enjeux. Puis sur plein d'autres sujets vraiment intéressants, dont les maladies chroniques. Fait que, sur ce, Yes! merci de nous avoir écoutés et on se retrouve dans un prochain épisode. Yeah! Ciao!